Bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre encore une fois dans le Bug Media avec l'émission Tech Kawa. Aujourd'hui, on a une émission spéciale. On reçoit The bourgmestre of Charleroi, Monsieur Paul Magnette. Salut Paul. Salut Ibrahim. Comment ça va? Très très bien, très très bien. On a passé toute la journée ensemble. Ouais. Donc, On s'est vu tout à l'heure lors de l'inauguration. On a passé pas mal de temps ensemble lors de l'inauguration. Maintenant, je te propose, vu qu'il y a un plexi entre nous. Il y a un plexi, la preuve. Voilà. Et vu qu'il y a une distance raisonnable, je te propose qu'on peut enlève nos les masques. Ah, ça fait du bien. Voilà. Comme ça, on peut se parler parce que Respirer un peu. j'adore pouvoir discuter avec toi et voir ton sourire quand je fais des bonnes vannes. Ben voilà. Tu vois. Tu de pouvoir voir. Ouais. Et donc voilà, oui, on s'est vu ce matin. On a inauguré Mediasamp Factory. On a inauguré donc les collaborations qu'il y a entre la RTBF, Télésamp, Charlewood et le MIL. T'en penses quoi? Ben, c'est formidable. J'en reviens toujours pas que ça a été fait si vite. Parce fou, que hein. je me souviens de la visite à Molengeek, où on vient comme ça pour voir tout le monde à la Molengeek. Il manque le pape seulement qui n'est pas venu. Sinon, le roi était à la Molengeek, le patron, tous les Google, machin, etc. Il n'y a que le pape qui n'est pas encore venu. Donc on me dit, il faut aller à Molengeek. Effectivement, on y va. C'est un bon formidable. Il y a une ambiance, il y a une énergie, mais vraiment incroyable. Et donc, je me dis, c'est vraiment un truc comme ça qu'il nous faudrait aussi à Charleroi, parce qu'on a un public qui est exact. Tu te souviens, on s'en est parlé à ce moment-là. Un public qui est aussi un public jeune, un public qui a parfois pas super bien accroché au parcours scolaire, etc., mais qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire, de lancer plein de projets. Et c'est un outil d'apprentissage comme ça. Il fallait vraiment qu'on puisse l'avoir. On s'en est parlé, et puis. Ça a été, j'ai jamais vu un projet qui a été aussi vite, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, on l'inaugure aujourd'hui, mais vous avez commencé déjà depuis le mois de janvier. Donc je sais même, ça a mis 6 mois ou à peine 6 mois pour se faire. Et ça, c'est vraiment formidable. Et en plus, tu le diras toi-même, mais de ce que j'entends, c'est un succès de dingue ici à Charleroi. En tout cas, Charleroi, c'est un succès. Je dis, hein, pour la formation, on a eu plus d'une centaine de demandes et on n'avait que 15 places. Et vu qu'ils étaient vraiment bons, on en a pris 25. Tu vois, on a presque doublé le truc, donc le coach, il n'est pas super content, je t'avoue. Mais non, mais c'était top, c'est vraiment top. Il y a un réel enthousiasme ici de Carolo par rapport à ces thématiques-là, du digital, de l'audiovisuel. On a fait un hackathon. Franchement, je m'attendais à... J'ai suivi un peu sur Instagram Je m'attendais à Vous aviez les têtes à la fin, tout un peu décomposées. Mais... Exactement. Et on s'attendait à avoir une vingtaine de personnes. On en a eu 130, 136. Ouais. Avec 8 projets, donc, et des projets de qualité. Ils ont bossé jour et nuit. Enfin, et c'était en ligne, tu vois. Et donc, en présentiel, moi, je peux te garantir qu'ils peuvent rester en présentiel parce qu'on met de l'animation, on fait en sorte que les gens soient attirés. Mais en ligne, il faut vraiment être motivé. Et ils étaient motivés. Je peux t'assurer qu'ils étaient motivés. Et ça fait super plaisir de... Non, ça fait vraiment super plaisir. Et ça vient compléter plein d'initiatives qui étaient déjà là. Mais ça manquait vraiment. Et donc, je ne suis pas du tout étonné par le succès. D'ailleurs, dès qu'on en a parlé... Je ne sais plus quand c'était, à l'automne l'année dernière, ça a eu déjà tous les médias se sont rués dessus, sur les réseaux sociaux ça a été un succès immédiat, donc je ne suis pas étonné qu'il y ait eu beaucoup de monde, ça fait 111 déçus, s'il n'y en a que 25 qui ont été repris sur 136, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de cohortes pour que les suivants puissent aussi avoir la chance. C'est l'objectif, c'est vraiment de pouvoir dupliquer ces formations-ci et d'en faire encore d'un peu plus poussé sur d'autres technologies, mais ça, on en reviendra. Je te propose, pour briser un peu la glace, et pas le plexi. Ouais, briser le plexi, pas le plexi, que je t'ai préparé une petite interview. J'ai été faire un petit tour sur ton Insta. Ouais. J'adore ton Insta déjà. Bon, c'est bien. Franchement, pour un président de parti, c'est un Insta qui vit, c'est un Insta où il y a des publications qui sont super intéressantes, où il y a des publications qui sont super fun et qui parlent beaucoup aux jeunes. Je ne sais pas, tu as un retour des jeunes par rapport à ça? Ça fonctionne pas mal et j'ai des messages, je réponds beaucoup moi-même sur Insta. Honnêtement, sur Facebook, je n'ai pas le temps de répondre, il y a trop de messages et donc je réponds un peu ou je fais une réponse type et puis j'ai ma secrétaire ou quoi qui m'aide à répondre un peu parce qu'il y en a trop, honnêtement, ça me prendrait des heures par jour. Mais sur Insta, il n'y a pas encore trop pour le moment, donc j'arrive encore à répondre personnellement. La plupart du temps. Et oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a une chouette interaction. Et c'est vraiment toi qui t'en occupes parce que tout à l'heure... Je m'en occupe. Après, c'est vrai que les vidéos qu'on monte et tout, ça, j'ai des collaborateurs qui les montent. Mais après, on définit vraiment ensemble qu'est-ce qu'on va mettre. Pas mettre que de la politique non plus. Insta, c'est aussi un lieu où on parle un peu de soi, de ses passions, de ce qui fait sa personnalité. Et c'est peut-être ça qui change aussi et qui fait que ça a un certain succès. J'essaye de faire... d'être un peu d'utiliser
les différentes possibles. On a fait un Insta Live ensemble, j'en ai fait quelques autres. Et je trouve que c'est vraiment un chouette outil. Par exemple, on a fait un Insta Live sur la vaccination. Au tout début, quand c'était encore le tout début des vagues des vaccinations, les gens avaient plein de questions. On a fait ça avec Emmanuel André, le virologue. C'est un succès de fou. On en a fait sur les Ouïghours avec Raphaël Glucksmann et puis récemment avec une Ouïghour qui est réfugiée ici en Belgique, enfin à Paris et en Belgique, et qui expliquait la tragédie vécue par les Ouïghours. C'est suivi par beaucoup de monde parce que finalement, on peut venir avec des contenus qu'on ne mettrait pas ailleurs. Donc, j'en profite pour rebondir sur le sujet. Je vois que tu encore aujourd'hui, tu as publié des choses sur ce qui se passe à Jérusalem, en Israël et tout ça. Ton positionnement à toi, il est très clair. On le lit sur tes réseaux sociaux, il est très clair. Mais est-ce que ça t'amène pas des freins sur les collaborations qu'il y a à faire avec Israël ou d'autres choses les principes, ça, on ne fait pas de compromis sur les principes. Et donc, c'est vrai que quand, par exemple, c'est Raphaël Glucksmann, qui est collègue français, qui m'a parlé la première fois de la tragédie des Ouïghours. J'avoue que je n'en avais jamais entendu parler il y a un an et demi, je ne sais plus exactement quand. Et puis, je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai rencontré des témoins, j'en ai encore reçu ici à l'Hôtel de Ville à Charleroi, et ça m'a beaucoup touché. Donc, je me suis dit, on doit vraiment, il m'avait demandé, il dit, voilà, ça prend bien en France, mais en Belgique, il n'y a pas encore grand monde qui en parle. Et donc, on a poussé le thème. Je t'avoue que j'ai eu l'ambassadeur de Chine qui a téléphoné, qui dit, ça ne va pas, il faut enlever ça, vous devez arrêter. Mais non, je veux dire, on ne transige pas sur les principes. Et même chose sur ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, c'est épouvantable, mais vraiment, il n'y a pas de mots. Il y a eu des bombardements, il y a des morts, et il y a des enfants dedans. Enfin, c'est... Des trucs comme ça, c'est pas. Enfin, tu dois dénoncer ça. Et je sais bien que j'aurai l'ambassadeur d'Israël ou autre qui va protester, qui va râler. Je lui dis, moi, il y a l'État d'Israël, on ne met pas en cause l'existence de l'État d'Israël, on n'a jamais dit. Il faut 2 États, voilà. Mais la politique du gouvernement d'Israël, quand ils font des trucs comme ça, on doit la condamner. Où que ce soit des violations des droits fondamentaux dans le monde, on doit les condamner. On ne peut pas tolérer des actes pareils. Non, mais en tout cas, ça fait du bien de rester sur ces principes. Quand on lit tes réseaux sociaux, on voit très bien qu'il y a certaines choses avec quoi tu ne transiges pas, j'ai envie de dire, tu vois. Et parfois, ça fait du bien parce qu'on entend parfois un silence assourdissant sur certaines thématiques. Et pour certaines populations, je veux dire, bruxelloises ou Carolo, ça fait beaucoup de mal d'entendre ce silence assourdissant. Donc, voilà. Bon, allons sur quelque chose d'un peu plus cool. Les pâtes Le Guen. Donc, je ne sais pas si tu as la référence des pâtes Le Guen. Non. Écoute, il n'y a personne qui a cette rêve des pâtes Le Guen. Bon, les années 80, mettez-moi en commentaire. Donc, les pâtes Le Guen, je t'explique. C'est ma génération à moi, on a grandi avec le Club Dorothée. Et le réalisateur. Ça, j'ai un peu connu aussi. Le réalisateur de Club Dorothée, il s'appelait Pat Le Guen. Et Dorothée, oui, c'est juste maintenant que tu le dis, je vois. Et Dorothée, à chaque fois qu'elle voulait lancer une séquence ou quoi, elle disait Pat Le Guen, mais cette séquence. Maintenant que tu le dis, moi j'ai eu la télé assez tard parce que j'avais des parents très. On ne regarde pas la télé, tout ça, on lit des livres, on ne regarde pas la télé. Mais quand même, j'ai vu un peu. Dorothée, c'est quand même ma génération. Et Cabu qui a été assassiné au moment des attentats à Charlie, etc. Donc, Cabu était. Et donc, Pat Le Guen, voilà, maintenant ça me revient. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Donc, les Pat Le Guen, vous êtes prêts à nous passer les images ? Ok, donc je voulais te poser une question. On va parler un peu culture générale. Passez-moi la première photo, les gars. Voilà. Tu les reconnais ou pas ? Ça doit être dans Peaky Blinders. C'est ma femme qui regarde, j'avoue. Mais j'ai vu un peu. Mais ça, la bande son est incroyable. Parce que de temps en temps, elle regardait, je ne regardais pas parce que je devais lire des trucs. Mais j'entendais la bande son, une bande son, mais du feu de Dieu, et en plus en contraste avec l'époque et tout. Par contre, l'anglais, incompréhensible. C'est de l'irlandais avec un accent tzigane incompréhensible. Mais c'est exactement ça. Bon, un jour, il faut que je regarde vraiment. C'est la famille Shelby de Pinky. Et la suivante, c'est qui ? Ah oui, ça je connais. Ça, c'est un jeune homme qui essayait. Tu sais que ça, c'était Donc, j'avais fait. C'était une invitation pour mon anniversaire, pour mes 17 ans. Je m'en souviens comme hier. Et Gainsbourg venait de sortir un album dans lequel il posait comme ça. Donc c'est une tentative d'imiter Gainsbourg, sauf que je n'avais pas encore la barbe qui poussait bien. Et donc, avec la chemise en jeans, les cheveux en bataille, le truc, je me suis fait tabasser là, pour du faux. C'était l'album Love on the Beat, il y avait 2 photos comme ça, et donc j'avais copié le truc. Écoute, nous on trouve que ça fait très Peaky Blinders cette photo. Ah je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il y a quelque chose de ça. Allez, on peut faire le mauvais garçon. Dis, Peaky Blinders, c'est à Liverpool, non?
Ou est-ce que non, c'est pas Manchester ou Liverpool? Je ne sais plus. Je ne sais plus, Aucune enfin, idée. c'est quelque part par là. Birmingham, c'est exactement. juste. Ouais, c'est ça, c'est Birmingham. Les Pat Le Guen sont là. C'est un petit côté anglais profond comme ça. Ouais. Et donc, tu me disais que tu étais quel genre d'ado à 17 ans? Là, je venais de perdre mon père et tout. C'était un moment vachement difficile dans ma vie. Mais sinon, j'étais assez turbulent. À l'école, je me suis fait virer d'ailleurs de l'école où j'étais juste après ça, à peu près. Et j'ai dû changer d'école. Non, c'était compliqué. C'était des années compliquées. Mais voilà, après, ça a été. Comment ça a impacté ta vie, le fait de perdre ton père à 17 ans? C'est vachement dur. Hein. Même 30 ans après, tu t'en remets jamais, en fait. Parce que il y a plein de moments dans ta vie où tu te dis, tu peux pas les partager. Donc, c'est un truc... ça reste une absence, je pense, jusqu'à la fin de ses jours. Et je connais beaucoup de gens qui ont perdu un parent très tôt. Moi, et chaque fois que toi aussi, 17 ans aussi, tu vois, c'est des trucs... ça reste un truc, tu peux jamais rattraper. Tes enfants, tu as envie de partager des trucs, c'est la fête des mères, enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, voilà, c'est un manque toute ta vie. Je pense que si tu en parles avec d'autres, tous ceux qui ont perdu trop tôt un parent te diront, il y a une espèce de... Alors, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent le comprendre en plus. Donc il y a une espèce de communauté comme ça. Exactement. Voilà. Et en politique, il y en a beaucoup. Tu vois, Elio Di Rupo, il a pas connu son père quasiment. Rudy Demotte, il a perdu son père très jeune. Même Maxime Prévost, son père est mort dans un accident quand il avait 18 ans. Joël Milquet, beaucoup de gens comme ça. Et ça crée une espèce de compréhension d'avoir, en plein un moment où tu es déjà quasiment un adulte, mais tu as quand même encore besoin de cette référence de tes parents. Clairement. Et à un moment donné, tu dois te démerder, quoi. Donc, en plus, j'étais l'aîné avec 2 petits frères, une petite sœur. Enfin, voilà, c'est pas facile. Profitez de vos parents. Profitez de vos parents. Même si tant vous qu'ils sont là. cassent les pieds quand ils sont là, c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours au mien. Je te jure, si je me casse la pipe un jour, tu pleureras que je ne suis plus là, même si je t'emmerde maintenant. C'est comme ça. Exactement. Donc, profitez de vos parents. Faites en sorte qu'ils soient fiers de vous. Rendez-les fiers. Parce que le jour où ils ne sont pas là, c'est trop tard. Donc, voilà. Et, voilà. Et c'est quelque chose d'assez compliqué. J'en parle parce que je fais partie du club. Ben voilà, le club des 17, j'ai envie de te dire. Donc tu étais plutôt rebelle, c'est ça? Oui, enfin rebelle, pas un grand rebelle, mais j'avais du mal avec l'autorité. J'avais du mal avec les sanctions un peu bêtes et méchantes, le rythme scolaire, etc. Après, une fois que je suis parti en enseignement supérieur, où tu es beaucoup plus libre, ça a été beaucoup mieux. Je suis parti à Bruxelles, voilà, tu vois, la liberté, tout ça. Et donc, mais je suis quand même revenu à Charleroi 5 ans après. Ah ouais, ça reste, c'est l'ADN. Charleroi, c'est l'ADN. Oui, la ville, on est attaché au quartier de son enfance. Non, c'est clair. Attends, tu parles à Molenbeek, quoi. Je sais pas voilà. Tu le verrais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais à ce gamin? Enlève ce pansement ridicule, va chez le coiffeur, baisse ce col de quoi t'as l'air, enfin voilà. C'est un truc un peu dans le genre. Après, non, parce qu'il y a la pause et tout, je m'en souviens, c'était ma voisine, qui s'appelle Anne-Françoise, donc merci Anne-Françoise pour la photo, qu'il avait faite, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas c'était encore les vieux appareils argentiques à réglage manuel et tout. On avait été, elle l'avait développé elle-même chez elle, je me souviens. Tout ça, donc, non, c'est des bons souvenirs, mais incroyable. On se prend un peu au sérieux parfois à 17 ans. Non, c'est clair. Moi, ce que je vais demander à Pat Le Guen, c'est peut-être de me donner les commentaires du chat, comme ça, je reviens vers toi dès qu'il y a... Parce que moi, je les vois pas. J'ai mon questionnaire, donc je les vois pas. Oui, toi, Pat Le Guen. Il faudrait que tu... Donc voilà. Et mon autre question, c'est lui, s'il te voyait aujourd'hui, il te dirait quoi? Ça, c'est une bonne question. Franchement, parfois je me le demande. Je me dis parce que c'est quand même c'est important de se souvenir et aussi des rêves qu'on avait à ce moment-là. Et dans ce sens-là, je me dis, est-ce qu'il me dirait, t'as trahi certains de mes rêves, donc de tes rêves, quoi. Tu crois ça? Pas tous, mais on ne peut pas tout faire, donc voilà. Toi, tu penses que c'est déjà une trahison de ne pas faire les choses? Non, mais parfois je fais des compromis parce qu'il faut bien, parce que la vie est comme ça et je me dis à 17 ans, j'aurais pas supporté les compromis que je fais maintenant. Et maintenant, je me dis, je ne sais pas faire autrement que de les faire. Mais c'est tout un... Après, c'est important, à cet âge-là, d'avoir la pureté des principes aussi, et puis de les garder un maximum, aussi longtemps que possible, même si on vit avec le réel, mais pas oublier les rêves, souvent se souvenir, si j'étais à cet âge-là, c'était quoi mes rêves et mes idéaux et les choses pour lesquelles j'avais envie de me battre, et ne pas les oublier, elles sont toujours là, quoi. Ouais, moi je trouve que 17, 18, 19 ans, c'est un moment charnière de la vie d'un homme. Ouais. Quand je dis homme, c'est l'humain, en fait,
qui nous définit par la suite et qui fait qu'on devient ce qu'on est par rapport à ce qu'on a vécu. Et je reviens au club de 17 ans, par exemple, ça t'a peut-être forgé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui… Rimbaud dit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Souvent, je fais un jeu de mots avec ça en disant bah ouais, mais quand tu perds un parent à cet âge-là, tu es obligé d'être sérieux. Et donc, c'est l'âge où tu devrais être léger, faire la fête, etc., etc. Et en fait, les circonstances font que bah non, tu es obligé d'être sérieux. Après, tu te rattrapes, tu peux te rattraper plus tard. Clairement. Heureusement. La vie te rappelle qu'elle est sérieuse. Ah, oui, quand tu perds un parent à 17 ans, ouais. c'est clair. Les Pat Legan, on passe à la deuxième photo. Ah, voilà. Là, il y a énormément de photos de toi. Tu es un amoureux du pain. Moi, j'aime énormément le pain. Je suis un grand fan du pain, mais du bon pain, tu vois. Moi aussi. Le pain qui croustille quand tu le coupes et qui est un peu… Mais ouais, c'est vrai, c'est pas le pain caoutchouc que tu trouves, tu vois. C'est le vrai pain que quand tu plantes tes doigts dedans, ça craque, tu vois. Et à l'intérieur, c'est moelleux. Et c'est quoi ta relation avec le pain? C'est une relation très charnelle. J'en fais tout le temps. C'est vraiment… je ne peux pas ne pas en faire. Même en vacances, alors je fais du pain au levain en plus. Donc le levain, c'est un mélange d'eau et de farine, mais qui a fermenté. Il faut au moins 8 jours à peu près pour que s'établisse, qu'il y ait des bactéries et tout pour produire le pain. Mais si je pars en vacances ou quoi, j'ai toujours mon levain. Dans ma valise, j'ai du levain, je le prends avec moi. Il faut que je fasse du pain. Mais tu vas me donner ton secret alors, Paul, parce que moi je suis un grand fan de pain, comme je te dis. Mais moi, ça se voit sur mon corps que je suis un grand fan de pain, tu vois. Ah oui? Bah ouais, je prends tu sais que c'est une légende, ça, en fait. Le pain en soi, quel que soit le pain que tu manges, non. L'indice glycémique du pain, sans rentrer dans les détails nutritionnels, mais si tu manges du pain blanc ou de la baguette, tu vois, la baguette qui est carton au bout de 24 heures, là, ça a le même indice glycémique qu'un soda. C'est du sucre, en fait, puisque c'est… Dans le blé, tu as de l'amidon, l'amidon c'est du sucre. Ils ont enlevé tout le reste, il reste que l'amidon. Donc ça, c'est comme si tu bouffais du sucre, ou à peu près. Par contre, si tu manges un pain au levain, dedans tu as des nutriments, tu as du son, tu as des sels minéraux, tu as des protéines, tu as des vitamines, etc., etc. Et puis il y a un acide dedans, et donc il a le même niveau de calories. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a moins de calories dans un pain au levain que dans un pain blanc. Mais par contre, il est beaucoup plus digeste, et donc il fait moins grossir, si tu veux. Et en plus, il rassasie beaucoup plus. Quand tu manges un bête pain blanc, tu en manges 2-3 tartines le matin au petit déjeuner, tu ne te sens pas rassasié. Je te jure, quand tu manges une demi-tranche d'un pain comme ça, un pain au levain comme ça, bien dense, là, tu es bien rassasié. Et donc, tu tiens plus… moi, j'en mange 300 grammes par jour. Je mange 2 fois plus que la moyenne des gens, à peu près. Mais on mange en moyenne 150 grammes de pain par jour aujourd'hui. Mais j'en mange au petit déjeuner, j'en mange à midi, je mange du pain tout le temps. Et c'est une base d'alimentation. C'est incroyable parce que moi, j'ai pas intérêt à manger. Même les diététiciens, ils me le déconseillent. Ouais, je te jure. Mais ça dépend ce que tu mets dessus aussi. Évidemment, si tu mets une couche de beurre comme ça, et puis après du Nutella, etc. Mais c'est pas le pain qui est responsable. Tu vois, on fait porter au pain. Non, je te jure, moi je mange mes œufs au plat avec du pain. Ouais, ça c'est délicieux. Tu vois. Et juste ça, au fait, juste mes œufs au plat avec du pain. Voilà, moi ça. Juste un peu de beurre dans la poêle pour cuire le faux plat. Ouais, je mets de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, c'est mieux. Mais voilà. Mais en tout cas. Mais dans l'absolu, ça fait pas plus grossir que des pâtes, que des. De toute façon, on a besoin d'un féculent, de quelque chose qui apporte des sucres lents et qui nous fait tenir sur la journée, quoi. Sinon, on a faim tout le temps et on mange tout le temps. Et donc l'avantage de ce type de pain-là, c'est que quand tu as mangé, tu es rassasié, et tu tiens 3-4 heures. Et tu évites de grignoter plein de trucs en dehors. Et c'est lequel ton préféré? Tu en fais des différents? Oui, j'essaye plein de farines et on m'en donne, parce que comme beaucoup de gens savent que j'aime bien ça. Encore la semaine dernière, il y a un agriculteur de pas très loin d'ici qui a donné à son neveu pour qu'il me le donne. Donc j'essaye plein de farines locales, maximum. Tu n'en as pas un préféré? Tu as un standard? Je veux dire, tu as la base, genre ton truc garanti, c'est lequel? C'est un pain avec une farine semi-complète, donc pas complet. J'aime pas les pains tout noirs, trop denses. Donc semi-complète. Il est plutôt beige, comme ça, il n'est pas blanc, mais plutôt beige, avec 10% de seigle, parce que ça donne un petit goût très rustique, et très bien cuit. Moi, j'aime bien quand il est super cuit, que la croûte est… Ça ne va pas être noir, parce que si c'est noir, il y a les acrylamides, ça c'est cancérigène, c'est pas bon. Mais ça va être juste à la limite, à cajou foncé, là, tu vois, comme une noisette bien mûre. Là, tu vois. Moi, ma mère faisait le pain à la maison, elle pétrit le pain avec ses mains, et toi, tu faisais ça? Oui, je le fais à la main, mais en fait, c'est pas vraiment nécessaire de pétrir. C'est vrai que dans la tradition, on pétrissait.
Mais en fait, si tu lui laisses le temps, il pétrit tout seul. Puisque, en fait, il construit le gluten. Si tu le lances sur le pain, on va faire 2 heures. Je suis passionné par le truc. Donc, le gluten, c'est des nœuds qui se font entre les protéines de la farine. Et donc, quand tu pétris, tu accroches les uns aux autres. C'est comme si tu tricotais, en fait. Et donc, tu les accroches les uns aux autres. Mais si tu fais rien, avec l'eau, il va se faire tout seul. Et donc, tu mélanges l'eau et la farine, tu laisses 4-6 heures. C'est comme si tu avais pétri. C'est incroyable. Et donc, maintenant, tu peux le faire passivement. Quoi. Parce que c'est vrai qu'avant, on voit... Et les mamans marocaines, ça... Exactement. Il y a des super bons pains au blé dur, souvent, au Maroc. Très, très bon, avec le petit blé dur en surface, comme ça, qui croque. Ouais, délicieux. En tout cas, sur le chat, on nous dit « J'aurais jamais cru voir une conversation aussi technique sur le pain sur Twitch ». Ah ben voilà. J'aurais jamais cru. Voilà. Je répète ta question. Les gens ne croient pas qu'ils auraient vu une conversation aussi technique sur le pain sur Twitch. Avec Paul Magnette et Ibrahim Assar. Ben voilà. Je ne savais pas que tu aimais tant le pain. Voilà. Twitch. Et là, on avait copié le truc de Macron. La campagne de Macron. Le petit clin d'œil. Les Pat Le Guen, vous lancez la prochaine vidéo? C'est une vidéo? C'est juste une photo? C'est juste une photo. Ok, parfait, c'est pas grave. Donc, sur normalement cette photo qui est normalement une vidéo, tu parles wallon. Non, je parle français, mais c'est sous-titré en wallon. Ah, c'est sous-titré en wallon, pardon. Voilà. Est-ce que tu parles wallon? Un peu, quoi. Je le comprends et je peux mettre un mot en wallon comme ça une fois de temps en temps, une petite phrase. Comme ça, dans la rue, ici, tout le monde parle encore un peu wallon à l'école et tout ça. Donc, en tout cas, il y a des mots qui... Toi, chez toi, on ne parlait pas wallon? Pas le wallon complet, mais les voisins, j'avais des voisins qui parlaient vraiment... Tu sais, dans les années 70, ma mère, elle m'expliquait, elle était avocate, elle avait des clients qui ne parlaient pas français. Leur langue maternelle et leur langue usuelle, c'était le wallon, encore il y a une cinquantaine d'années, quoi. Mais il a beaucoup disparu maintenant, malheureusement, parce que c'est une langue... très chantante et très... Je sais. Écoute, alors je comprends pour un Bruxellois, t'es complètement perdu, mais... écoute, je fais la comparaison, moi, un petit peu avec... au Maroc, moi, je suis berbère, donc on parle une langue qui est le rif ou l'amazigh ou un truc... Ça n'a rien à voir avec l'arabe, donc voilà. Et je sais que, par exemple, moi, mes parents, enfin, ma mère surtout, elle parlait que ça. Elle ne parlait pas l'arabe, elle parlait que ça, et donc... moi, maintenant, je le parle parce que je devais communiquer avec ma mère, donc je le parle. Mais par contre, mes enfants le parlent moins. Et j'ai ma fille de 17 ans qui m'en veut pour ça. Et l'arabe, tu l'as appris aussi? Et l'arabe, je l'ai appris avec les amis dans la rue, les parents des amis, je veux dire, surtout les parents des amis. Aucune ressemblance du tout. Rien à voir. Du tout, rien à voir. Parce que le wallon et le français, ça se ressemble quand même très fort. Hein. C'est vraiment la même base. Franchement, je veux dire, c'est même pas entre le français et le québécois, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est vraiment une langue c'est vraiment une autre langue à part, tu vois, qui a rien à voir. On me dit ça ressemble plus au wallon qu'à l'arabe. Ça ressemble plus au wallon qu'à l'arabe, c'est ça. Non, mais c'est très différent. Mais ma grande fille m'en veut, elle me dit, elle a adoré. Donc voilà, on vient d'une région du Maroc qui est dans le nord du Maroc, chez les Berbères, tu vois. Et quand j'y vais avec mes enfants, ils parlent, cette ville-là parle que berbère, mais ils parlent arabe aussi, mais ils parlent que berbère. Et donc ma fille râle à chaque fois en me disant, tu m'as pas appris pour apprendre. Ben voilà, je vais commencer à lui apprendre. C'est souvent la troisième génération. Très souvent, la première génération qui arrivait, ils parlaient la langue, c'est leur langue maternelle. La deuxième, souvent, l'a appris. Puis la troisième, souvent, ils regrettent. Et souvent, parfois, la troisième, maintenant, ils s'y remettent. Ou alors la quatrième génération s'y met. Ici, par exemple, les cours d'arabe, ça cartonne, hein, vraiment, dans les écoles de devoirs, etc., ça cartonne. Et spontanément, hein, les jeunes ne sont pas obligés, mais ils le font volontiers. Ouais, écoute, est-ce que toi, pour toi, c'est important d'essayer de garder cette langue wallonne? Toutes les langues. Moi, je veux vraiment encourager. La connaissance des langues, c'est vraiment une expérience formidable. Quand on apprend plusieurs langues, on comprend mieux la sienne d'abord. Parce que on doit exprimer des idées avec d'autres mots, et donc ça nous oblige à reconstruire même la manière dont on réfléchit. Donc c'est une richesse extraordinaire, puis c'est une ouverture sur le monde. C'est par exemple, l'Agence wallonne de l'exportation, ils cherchaient un maximum de jeunes issus d'immigration marocaine, turque principalement, parce que voilà, des jeunes qui parlent arabe, des jeunes qui parlent turc, c'est formidable pour aller vendre des entreprises. C'est des grands marchés, toute l'Afrique du Nord, toute la Turquie, c'est des grands marchés potentiels pour des entreprises ici, puis il y a encore beaucoup de liens. Et donc il faut cultiver absolument la connaissance des langues, quoi. Vraiment, clairement. Le wallon aussi, mais bon, c'est vrai que le wallon, il est plus usuel, mais bon, pour les chansons, pour le théâtre wallon, etc., c'est quand même un élément de notre culture aussi, donc c'est important de le cultiver. Clairement. Red Wolf nous dit, mieux vous avoir d'où l'on vient pour savoir où on va.
Exactement. Voilà, exactement. Red Walls qui nous dit vaut mieux savoir d'où on vient pour savoir où on va, et totalement raison. Donc, Pat Le Guen, la prochaine photo. Ça, je voulais te parler de ton autodérision. Ouais. Ça, c'est dans l'ADN Carolo, ça, on est d'accord. Oui, oui. Les Carolo, ils ne se prennent pas au sérieux. Ça, ouais, voilà. ça, moi, en mettant le projet ici, on m'a proposé des noms, on m'a proposé de faire des trucs. Moi, j'aurais dit, en tant que Bruxellois, je ne peux pas me permettre de faire ça. Les Carolo, c'est de l'autodérision. Moi, je ne peux pas me permettre. Oui, mais je pense que le Carolo, il le prend bien. Parce qu'en fait, on s'est tellement pris des caricatures. Tu sais, moi, quand je suis arrivé à Bruxelles à 18 ans, là, à la fin des années 80, j'ai dit le Carolo, t'as ton vaccin, etc. Enfin, tu te prends toutes les vannes tout le temps. Et ça va, pour retourner là-bas dans ta cambrousse. Il faut une 4x4 pour rouler dans les rues de Charleroi. C'est pas totalement faux parce qu'il y a beaucoup de trous dans les routes, etc. Ça va beaucoup mieux, mais il y en avait beaucoup. Mais bon, donc on se prend toutes les caricatures. Ça, les barakis. Ouais. Les barakis, c'était à l'origine les enfants de l'immigration italienne qui avaient été, quand ils sont arrivés, beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été hébergés dans un premier temps dans les baraques. Les baraques étaient des camps pour les prisonniers politiques, les prisonniers de guerre. Et donc on les appelait les barakis parce qu'ils appelaient dans les baraques. Et ben maintenant, et donc quand on dit les barakis, c'est la même chose à Liège. Liège et Charleroi, on dit les barakis, c'est vraiment ceux qui sont nés dans les petites baraques. Donc c'était vraiment un jugement très péjoratif, même stigmatisant. Mais maintenant, tu as des jeunes aussi qui mettent Sons of Baraki sur leur t-shirt, etc. Ou Baraki est fier de l'être, etc. Donc il y a un retournement, si tu veux, tu m'injuries, je l'apprends et j'en fais un titre de fierté et je retourne le préjugé. Mais à Molenbeek, il y a vraiment quelque chose de ça aussi, parce que Molenbeek a aussi toujours vécu comme ça, sous les critiques, les caricatures, les préjugés, puis en plus les attentats, tout ça. Et donc, j'ai retrouvé vraiment ce même esprit de... Exactement. À la longue, si on t'injurie et qu'on te caricature, la meilleure des défenses, c'est l'humour. Et tu retournes le truc. Et à Molenbeek, il y a certains jeunes qui ont des t-shirts « Je suis Molenbeekois, pas de panique ». Ouais. Mais si, Carolo est bien élevé, par exemple. Voilà. Tu vois, donc, je vois tout à fait. Eddie, tu as un cornet de frites. Et j'en profite pour... déjà, est-ce que tu as une friture à me recommander ici? Robert, ça c'est vraiment le classique du classique historique, juste là derrière, à 200 mètres d'ici. Oui, parce que c'est ouvert 24 heures sur 24, depuis toujours, tous les jours, de toutes les années, de toute la vie, je pense. Et donc, quand tu sors à Charleroi, très souvent, en fin de sortie, 4h, 5h du matin, bam, la bonne mitraillette de chez Robert, ça c'est où le bon paquet de frites de Sacho, comme on dit à Charleroi. De chez Robert, ça c'est vraiment une institution. Après, il y en a plein d'autres, bien aussi, chez Pipo, la Villote. Enfin bon, on peut te faire une cartographie chez Anna, Gilly. Enfin, je peux t'en citer des tonnes. Dans le chat, le tueur nous dit content de voir que tu as de l'autodérision. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Redwall Serpé nous dit c'est beau. Et Kataïs nous dit l'humour sauve de beaucoup de choses. Ah bah oui. Exactement. Prochaine photo, les gars. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà. Tu es père de famille. Ouais. T'en as beaucoup? 4. Ouais. T'en as des grands? 3 grands, 24, 21, 18. Il ne faut pas que je me trompe, parce que si je me trompe d'une année... Non, pas tout à fait 24. Il va avoir 24 le 3 juillet. 23, 21, 18. Donc, ils sont plus à la maison, ceux-là. Donc, ils ne sont plus à la maison. Ils reviennent de temps en temps. Ils sont aux études. En plus, comme je suis séparé de leur maman, ils reviennent... Ils reviennent une semaine sur 2, et encore là maintenant un week-end sur 2, et encore il y a les examens, il y a le confinement, etc. Donc c'est vrai que parfois je me dis, je les vois plus beaucoup, et c'est un déchirement avec le temps, on sait. Par contre, le petit de 7 ans, il est là tout le temps. Le petit de 7 ans, il est là tout le temps, Et comment tu as vécu le confinement avec lui? Le premier, ça a quand même été dur. Hein. Le premier confinement complet où il n'y avait pas école, quoi. Ça c'était vraiment dur, parce que non seulement il n'y avait pas d'école, donc moi je devais travailler, sa maman elle travaille dans un hôpital, donc elle travaillait tous les jours à l'hôpital, moi je travaillais à la maison avec des visios du matin au soir, et il était là, et bon, donc il a eu beaucoup d'écrans, quoi, beaucoup d'applications, de vidéos, de Netflix. Il n'y a rien qui a été mis en place de l'école pour essayer À ce moment-là, au tout début, non. Puis après, à la fin, il y a eu une garderie, et donc là, il est retourné un peu à la garderie. Et puis après, on a rouvert l'école. Et alors là, une fois qu'on a rouvert l'école, la vie redevient à peu près normale pour les petits. Donc, ils ont la famille. Alors, ce qui leur manquait beaucoup aussi, c'était les grands-parents. Ça, c'est vraiment... Parce que le fait de ne pas pouvoir... Les grands-parents, aujourd'hui, en général, s'occupent beaucoup de leurs petits-enfants. Je trouve ça super. Et donc, il va beaucoup chez ma maman, chez mes beaux-parents. Et là, pendant tout un temps, pas voir ses grands-parents pendant des mois, ça lui manquait vraiment beaucoup. Puis après, maintenant, ils sont vaccinés, donc il commence à être vacciné, donc il peut les revoir. Mais je dirais que ça a été... et pour les grands-parents, et pour les petits-enfants, ça a vraiment été... un déchirement. Ça a été un déchirement, ouais.
Non, j'imagine. Et tant qu'on est dans le sujet, qu'est-ce que tu as mis toi en place dans ton administration ici à Charleroi quand il a fallu rester à la maison, quand on était en confinement? Le tout premier, on a vraiment lancé plein d'initiatives, donc évidemment un maximum de gens en télétravail, mais on n'y pense pas, mais il y a plein de fonctions, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent télétravailler qu'on ne le pense, surtout dans le service public et dans le service public local. C'est une personne sur 4 à peu près qui peut télétravailler parce que les personnes, que ce soit les fossoyeurs, on a un nombre incroyable de métiers dans une ville, les éduteurs, les repas à domicile, de métiers. Ouais, non, de personnes, presque 4000. Donc c'est quand même vraiment une très grosse administration. Ils ne sont pas tous à temps plein, mais de personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour la ville, sans compter le CPS, 2000, sans compter les enseignants, 2500, sans compter les hôpitaux. Ça fait au total, c'est 25-30 000 personnes qui travaillent dans les services publics locaux. C'est heureusement qu'ils sont là, c'est un tiers de l'emploi et c'est ce qui fait tourner la vie, quoi. Donc ça a été, la plupart des travailleurs étaient en dispense de service parce qu'on ne savait pas faire autrement. Alors on a lancé des appels en disant ceux qui s'ennuient à la maison, qui ont envie de produire des vidéos, par exemple, on a eu des trucs adorables devant éducateurs sportifs qui ont fait des vidéos sur comment tenir la forme et tout, on a mis ça en ligne. Les musées ont super bien bossé aussi, on fait des expos virtuelles aussi sur Instagram et autres. Donc il y en a beaucoup qui ont essayé de continuer à travailler malgré la dispense de service, mais voilà. Il y a quelque chose qui va rester de ce confinement dans ta manière de travailler avec ton administration? On va travailler, on va quand même beaucoup plus utiliser qu'avant le télétravail, je pense, mais pas comme maintenant, pas temps plein, mais je pense qu'un peu de télétravail, pour beaucoup de gens, c'est plutôt bien. Genre un jour par semaine, il y a beaucoup de gens qui apprécient d'être un jour par semaine, un peu au calme, pas faire les trajets, on est chez soi, etc. Par contre, une fois que ça devient 2 jours, 3 jours ou au-delà, là, on n'a plus ses collègues. Puis bon, la maison, elle n'est pas forcément équipée pour travailler non plus. Il y a les enfants, il y a tout ça, donc c'est pas évident. Mais je crois qu'un peu plus de télétravail pour ceux qui veulent. Donc du coup, un peu moins d'espace de bureau. Enfin, oui, c'est quand même... on était en train de faire une cité administrative juste là, pour à peu près 1000 personnes. On refait quand même un peu les plans, quoi, en se disant que... Tu vas en faire un coworking space géant? Non, on va pas bouleverser fondamentalement, mais c'est vrai qu'on se dit, les épidémies, il y en aura peut-être encore d'autres, donc il faut quand même aussi intégrer que tout en open space, c'est bien, mais quand tu as une épidémie, c'est pas si simple. Donc il faut quand même réfléchir à tout ça, arriver à créer des parcours, des règles de santé, tout ça, et puis le bien-être des travailleurs. Mais ça, je l'ai vu à Molenbeek, je le vois ici aussi, vous y êtes super attentifs, et c'est vraiment très important d'avoir des lieux. La première chose qu'ils nous ont demandé, c'est une salle de sport et des douches. Et c'est normal, je trouve que, voilà, quand tu as des longues journées, les gens qui sont au contact avec les citoyens, par exemple, l'urbanisme, ça n'a l'air de rien, mais tu as des gens qui arrivent avec leur dossier, et très souvent, s'ils viennent, c'est parce que ça ne va pas, c'est qu'ils ont un problème, et donc on leur a refusé un truc, et donc ils râlent. Mais l'agent qui, toute la journée, voit des gens qui protestent, parce qu'ils ne sont pas contents de la décision qui a été prise, il prend tout ça sur lui, sur ses nerfs, et en fin de journée, c'est dur, quoi. Ceux qui sont au service téléphonique toute la journée à écouter les citoyens qui ont des problèmes, et beaucoup sont gentils, mais qui s'énervent parce qu'il y a un trou dans leur rue, parce que la valoir est bouchée, la lampe est en panne, et donc toute la journée entendre des doléances, c'est dur, quoi. Donc il faut veiller à leur bien-être et avoir une chouette cantine, comme ici, avoir une salle de sport si on peut, etc. Et peut-être moins d'espace de bureau et plus d'espace de convivialité, quoi, par exemple. Ça tombe super bien que tu me parles de sport, parce que c'est la prochaine photo, c'est ma prochaine question. Ouais. Est-ce que tu es un sportif? Non, je ne suis pas très sportif. Là, j'allais conduire mon petit garçon à l'école, et comme je préserve leur anonymat, voilà, ils n'ont pas choisi d'avoir un père... Donc j'avais fait exprès, donc si on ne le voit pas, c'est exprès. C'est pour qu'on voit qu'il est là, mais on ne voit pas son visage, comme ça je le préserve. Et c'était la rentrée scolaire, je me souviens, donc j'allais le conduire à vélo. Oui, à 900 mètres tout de suite jusqu'à l'école, donc c'est pas un grand exploit sportif. Et comment tu te fais pour te vider la tête alors si tu ne fais pas de sport? Je fais du pain. Je fais du pain, voilà, je fais du pain. Je jouais de la musique, mais j'avoue que ça fait très longtemps que j'en joue plus. Je joue de la guitare, mais ça fait très longtemps que j'en ai plus vraiment joué. Non, je marche, ça je fais. J'aime vraiment quand je suis énervé, même que ce soit en ville ou quand je travaille ici en ville à Charleroi, que je dois aller d'une réunion à l'autre, je fais tout à pied. C'est pas très grand, tu as vu, c'est 2 km de haut, 800 mètres de large. Donc au pire, tu en as pour 25-30 minutes d'un bout à l'autre. Et puis parfois, quand je suis vraiment très énervé, ça m'arrive aussi, je prends mes écouteurs, je mets de la musique et je marche. Mais très vite, je marche à un pas pendant 40-45 minutes, 1 heure, et après ça détend. Et ça va, les carolos, ils te chopent pas pendant que tu marches Globalement, ça va. Surtout ça, c'est bien aussi. Si tu mets une casquette de baseball et ça, en gros, ça va. On voit plus que les yeux. Et
Et pour faire le lien avec tout ça. Non, mais parfois, il m'interpelle. Mais en général, 9 fois sur 10 ou même 99 fois sur 100, quand les Carolos interpellent, c'est gentil. Après, il y a un râleur, une fois de temps en temps, ben voilà. Écoute, moi en tout cas, j'ai entendu que des bonnes choses sur toi et j'ai tellement entendu que des bonnes choses sur toi qu'on a dans notre équipe une fan absolue de toi. Allez-y. Comme ça, regarde, elle se planque. Elle se Regarde, elle planque. se Ah ben planque. voilà. C'est Mona, elle est fan absolue. Ah, elle bah, ça risque fait plaisir. bientôt d'avoir un tatouage sur son épaule avec ton visage. Quand même pas. Quand même pas. Voilà. Donc voilà, je t'ai grillé Mona. Tu me remercieras plus tard. Mais voilà, mais tu as je veux dire, dans ta ville, j'ai entendu que des bonnes choses sur toi. En tout Bon, cas, pas que, hein, parce que moi je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou autres qui sont moins. Mais bon, voilà, Ok. hein, on peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Et puis il y a des gens dont je comprends qui soient en colère parce qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas encore su régler. Voilà, mais bon, oui, on essaye. J'essaye d'être un maximum. Tu vois, samedi, c'était la réouverture des terrasses. Ben, j'ai passé toute la journée sur des terrasses à boire des verres. Pas trop, parce que, hein, attention. Moi, j'ai bossé ici dimanche et je t'avoue qu'on a commencé à travailler sur le projet, je t'ai dit, il y a moins d'1 an. Ouais, Tu vois. ouais. Donc, c'était pendant le confinement. Et on a tous bossé ici dimanche, en fait. Et Place de la Ligue, je ne l'ai pas reconnu. Ah oui, mais ça faisait un bien fou de revoir les terrasses, les gens incroyable. qui sortent, etc. Et donc, C'est ça incroyable. permet de parler avec beaucoup de gens et ça fait du bien aussi. Exactement. C'est Ça comme fait ça du qu'on bien. sent aussi. C'est super important. Et c'est pour ça que c'était politiquement. Je crois que la colère des gens, et que je comprends, hein, maintenant, les gens sont très en colère. Mais parce qu'ils ont eu du mal dans leur vie, parce que c'est dur d'être tout seul, parce que c'est dur de ne pas pouvoir travailler, parce qu'il y a des gens qui sont dans la précarité. Donc on a 1000 bonnes raisons d'être en colère. Mais en plus, quand tu ne peux pas l'exprimer, ta colère, enfin, tu peux juste l'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est encore plus dur parce que tu la gardes en toi. Alors que là, maintenant qu'on sort, les gens, ils t'interpellent, ils disent ça va pas, ça va pas. Mais en même temps, il y a du soleil, les terrasses sont ouvertes, donc ils sont aussi contents, ils respirent. Donc c'est un mélange un peu d'euphorie, de liberté retrouvée, et la colère, elle sort. Et c'est normal, et si elle sort tant que c'est respectueux et qu'on n'est pas dans l'agressivité, les gens disent je suis pas content pour ça, ben, je note, j'ai toujours des cartes de visite avec moi, je dis voilà, téléphonez ici demain ou lundi, ou on essaiera de régler votre problème. Je pense que ça c'est l'essence de la politique locale, et c'est le cœur de la politique, hein, la politique locale, c'est là qu'on comprend tout. Ah, clairement, clairement. On parlait de Charleroi qui on faisait tout à pied. Et bien Red Wolf nous dit sait-on pourquoi il n'y a pas de société de trottinettes électriques à Charleroi? Non, je sais pas. On n'est pas contre, mais voilà, non, ils se sont pas encore installés. C'est une bonne question, ça. Je rebondis dessus. On est de Bruxelles, donc Ouais. il faut nous pardonner les Carolos. Il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Bah, ça va de mieux en mieux. Il n'y en avait vraiment pas du tout, mais là on est en train. J'ai un échevin de la mobilité qui est Xavier Desguin, qui est un cycliste depuis toujours. Et on l'appelle le siffleur, parce que déjà quand j'étais tout jeune, il était toujours en short et toujours avec son vélo à siffler. Et donc il est passionné de vélo et il est en train de. Voilà, avec lui, on est en train de construire. J'avais déjà commencé, mais vraiment on accélère. On a créé un ring à vélo, comme on appelle un ring tout autour du. Donc, qui traverse toutes les communes, mais pas tout au bord, au milieu, en quelque sorte, pour pouvoir distribuer tout le territoire à vélo. Puis il y a les ravels, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de sens uniques limités, comme on dit, des petites rues où tu peux la prendre en sens unique quand tu es cycliste. Donc ça va de mieux en mieux. Moi, je fais un tour de temps en temps et quand même, on commence à avoir des vrais parcours qui fonctionnent bien. Je t'avoue que moi... Bruxelles, il y a 3 ans, et 3-4 ans, il y avait à moitié rien non plus. Hein. Donc c'est vraiment maintenant. Et avec le confinement, on en a profité pour en faire un peu plus. Et je t'avoue que moi, je ne suis pas un grand cycliste, mais les trottinettes, je suis un vrai client. Et donc ces pistes cyclables, elles me servent à mort. Et donc, oui, je comprends. ça, c'est... non, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas, c'est vrai. Non, mais en tout cas, voilà. Prochaine photo, les gars. Surallé nous demande si vous deviez nous conseiller un livre, ce serait lequel et pourquoi? Oh là là, un livre. J'adore lire, donc c'est difficile d'en choisir qu'un. Petite parenthèse par rapport à ça. On lui dit ou pas? Je sais, on a trouvé dans un de nos cartons un de tes livres, mais... Ah oui, il est toujours sans d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je te jure, et je sais sais pas qui il appartient. Comment il est arrivé là-bas? Je te jure, il a un Molen Geek, il y a un de tes livres, mais qui date, t'as avec une écharpe en couverture, tu vois. 2000, je ne me rappelle plus du titre, mais il est dans notre chill room, il est déposé là avec d'autres livres, comme ça tu sais, mais on l'a là, on l'a. Ouais. Quel livre tu nous recommanderas? C'est difficile, mais quand j'avais 17-18 ans, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'écume des jours de Boris Vian, qui était un grand auteur, poète, il écrivait des chansons et tout ça aussi. Et c'est un peu surréaliste, mais ça a été un souffle. Et voilà. J'ai travaillé dans la librairie ici comme étudiant jobiste chez Molière, ici juste derrière. T'en profitais pour... Non, mais alors quand on me demandait, je disais ce livre-là, et en général, les gens revenaient et disaient « Ah, vous avez bien fait L'écume des jours ». C'est très, très spécial, mais c'est une œuvre
très particulière de la littérature française des années 50, comme ça. Et, voilà. Et c'est parce que je suis pris au dépourvu, hein, sinon je réfléchirais. Non, mais écoute, c'est l'objectif, c'est d'être pris au dépourvu. Tu as d'autres questions? En vrai, le Twitch s'enflamme. Hein, quand vous Ouais, parlez, c'est vrai, il y a pas trop ça, de questions. Il y a beaucoup de choses, ouais, mais je vais te laisser continuer et je reviendrai. Ok, super. Donc, je suis passé à une autre photo. Tu reconnais la voiture? Oui, c'est celle de Retour vers le futur, c'est ça? Exactement. Et où est-ce que j'ai vu ça? De Marty McFly. Est-ce que tu es geek, toi, ou pas? Non, pas trop, non, pour être honnête, non. Mais là, je me souviens d'avoir vu la voiture. Oui, mais donc ça c'était quand même un film culte, quoi. Ouais. Attends, dans les années 80, il y a Superman qui est sorti, il y a ça, il y a vraiment énormément de films qui sont restés. Et toi, Star Wars et tout ça, c'est pas trop ton... Star Wars, mais je les ai vus plus tard. Je les ai regardés avec mes enfants, justement. Tous les vendredis, on en a regardé un, et puis donc on a vu toute la série. Cette époque-là, oui, non, la télé, c'était pas ce que c'est maintenant. Hein. J'explique à mes enfants ce que c'était la télé à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il n'y avait pas beaucoup de films, c'était pas du tout la même chose. Par contre, on allait beaucoup au cinéma. Là, ici, au Marignan, ici sur le boulevard Thirault, c'était tout un rituel d'aller au cinéma. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, c'est difficile à nouveau. C'est toujours difficile d'en choisir un seul comme ça. Ça me prend. Je n'ai pas un comme ça. Mais un que tu pourrais revoir. Moi, quand je parle de film préféré, c'est toujours un que tu pourrais revoir plusieurs fois. Tu vois. Il y en a un que j'ai revu plein de fois, c'est Le Guépard de Visconti. C'est avec Alain Delon. C'est avec Alain Delon et Claudia Cardinal, générale, qui est les gars. magnifique. Et ça se passe en Sicile à la fin du 19e siècle. Et à la beauté de la Sicile, il y a Claudia Cardinal qui est belle à mourir. Ouais. Il y a Burt Lancaster avec tout son et Alain Delon. Et c'est toute une histoire, une intrigue de famille et politique en même temps. Enfin, c'est un vieux film, mais je l'ai vu. Ouais, celui-là, je l'ai vu un paquet de fois. Ouais. Comment t'imagines, vu qu'on a avec la DeLorean, comment t'imagines le futur de Charleroi? J'espère que il y a une forme d'apaisement, parce que ça reste quand même une ville, comme beaucoup de quartiers de Bruxelles aussi, tendue. C'est à la fois le Carolo, il est chaleureux, il est sympa, etc. Mais il y a quand même il y a trop de problèmes. Voilà, encore dans la vie sociale, il y a trop de personnes qui sont dans la précarité, qui n'ont pas d'emploi, qui du coup souvent ça entraîne des problèmes de famille. Quand tu perds ton emploi, ça crée des tensions dans le couple, et le divorce, et puis ça peut souvent entraîner des problèmes d'alcool ou d'assuétude et autres. Et donc il y a encore beaucoup de ces difficultés-là, et on le sent dans la douleur des gens trop souvent. Et ça me fait vraiment de la peine. Donc j'espère vraiment, moi je crois, il y a une chose dans laquelle je crois, c'est la formation. C'est pour ça que j'étais super content que Charleroi arrive aussi, parce que je crois que la formation, toutes les formations, j'ai jamais pensé, même si moi j'ai été à l'UNIF, je suis prof à l'UNIF, etc., mais j'ai jamais pensé que l'UNIF c'était le Graal. Et j'arrête pas de dire à des jeunes, et souvent dans des familles, disent oui, mes parents sont à l'UNIF, donc je suis obligé d'aller à l'UNIF. Mais c'est une connerie, c'est plus intéressant. Si tu as envie d'être menuisier, si tu as envie de faire de la cuisine, si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire. Et les formations, on peut en faire en tout, et quel que soit, et à tout âge, et à tout moment de la vie. Et s'épanouir pleinement dans ce qu'on fait. Tous les métiers ou presque sont intéressants quand on a la chance de pouvoir bien les faire, et qu'on a appris le savoir-faire, etc. Voilà, moi, si je pourrais devenir boulanger, si je changeais de vie, et je trouve que... Mais ça a été une longue formation pour apprendre. C'est pas une blague. Et j'ai même été suivi des cours, etc. Donc, écoute, moi, je coach beaucoup de jeunes, et je leur dis pas faites ce que vous avez envie de faire. Je leur dis faites ce que vous aimez faire. Ouais. Et une fois que vous aimez faire les choses, vous allez les faire par passion, vous allez être meilleur que les autres, et vous allez être bon, vous allez être très bon. Et je crois que ça enclenche tout. Ouais. Si tu te formes dans ce que tu aimes, tu trouves une activité, un emploi dans ce que tu aimes. Et donc, tu es bien dans ton emploi. Puis, tu as une sécurité d'emploi, tu as des droits. Et donc, tu peux construire une famille. Et donc, tu as la spirale positive qui se construit. Par contre, si tu n'as pas eu la formation, tu as du mal à trouver l'emploi, ou tu dois prendre un emploi mais que tu n'aimes pas, et donc tu le fais à contre-cœur, et donc, du coup, tout le reste ne va pas non plus. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais je pense quand même que... et en plus, apprendre, c'est quand même, c'est un bonheur, mais apprendre n'importe quoi, apprendre à pêcher, apprendre à chasser les papillons, apprendre à faire du sport, apprendre, enfin voilà, en fait l'être humain il a besoin de ça, si on n'apprend pas on dépérit. Et il y a même une étude, j'ai entendu un psychiatre, Cyrulnik, qui expliquait ça, il disait pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont vieilli plus vite que d'habitude, parce qu'en fait, ils ont cessé d'avoir des contacts, donc ils ont cessé d'apprendre des choses, etc. Et alors, du coup, les neurones et tout ça se fatiguent. Donc, on a besoin d'apprendre. C'est vraiment un besoin,
C'est un besoin vital et en plus ça fait un bien fou. Et donc voilà, ça je mets beaucoup d'espoir là-dedans. On investit beaucoup ici, à la ville haute, on a tout un campus aussi. Mais à nouveau, il y a de tout. Il y a la cité des métiers avec la construction, avec l'automobile, avec le design à côté. Il y a des études de sciences, il y a tout, peu importe. Ce qui compte, c'est d'apprendre et c'est de se former et de tirer ce qu'on... On a tous quelque chose en soi. Ça, c'est vraiment Tu prends un enfant à la naissance, même s'il n'a pas eu de bol, que ses parents ont eu des difficultés, etc., on a tous en soi plein de potentialités. Exactement. Il y a juste des gens qui ont eu la chance de pouvoir les exploiter et d'autres qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les exploiter. Et donc, il faut donner le maximum de chance à tout le monde. Par exemple, même la musique, on est 4 enfants chez moi, on a tous les 4 appris de la musique. J'ai un frère qui joue divinement du piano, une sœur qui joue divinement de la guitare. Moi, je joue très mal de la musique et j'ai un autre frère qui joue aussi très mal de la musique. Mais il y en a 2 qui avaient le... Voilà. Et donc, on a été exposés au truc. Moi, je n'en ai rien fait, mais par contre, voilà, la moitié de mes frères et sœurs, quand même, on peut en tirer quelque chose. Et donc, je crois qu'il faut donner la chance à tout le monde d'essayer. C'est pour ça que je crois beaucoup aussi au pacte d'excellence, le tronc commun, etc. Parce que moi, quand j'étais en première rénovée, comme on disait encore, on avait encore des cours d'électricité, on a fait un peu de menuiserie, etc. Ce n'était pas super bien organisé. Bon, on a tous fait... le porte-filtre à café, là, en bois, tout ça. Ouais, c'est vrai, c'était pas le truc le plus... Mais quand même, t'étais quand même un peu plongé dans le truc. Ouais. Et ça, le tronc commun, j'y crois beaucoup. Si on dit que tous les enfants peuvent aller ensemble à l'école jusqu'à 12 ans, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aller ensemble à l'école jusqu'à 15 ans? Pourquoi est-ce qu'à 12 ans, on doit les séparer entre ceux qui vont dans le général et ceux qui vont dans le technique et professionnel? En fait, on les sépare beaucoup trop tôt, et beaucoup qui seraient beaucoup mieux dans des formations mixtes et techniques n'y vont pas et sont pas heureux dans le général, et beaucoup qui, parce qu'à ce moment-là, ils ont du mal, alors on leur dit « tu vas dans le technique et professionnel » et c'est considéré comme moins bien, en fait, plus tard, pourraient vraiment raccrocher au général. Donc voilà, je crois que ça, c'est vraiment ce à quoi je crois le plus, en général, mais ici à Charleroi en particulier, créer un maximum d'endroits où on apprend des choses. Je rêve que ce soit, on dit ville apprenante, on s'est inscrit dans ce programme-là, mais je rêve qu'il y ait des écoles de cuisine d'un côté, de digital de l'autre, des cours pour ceux qui ont envie d'apprendre à faire des bouquets de fleurs, du scrapbooking, n'importe quoi, mais tu apprends quelque chose et tu es avec d'autres et tu prends du plaisir et tu t'épanouis. Et c'est ça qui fait que tu es bien dans la vie. Et puis, tu peux aussi en faire ton activité un jour. Donc, exactement, voilà. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, c'est dans mon cours de techno que j'ai fait le filtre à café. Tu vois, on l'a tous fait, le filtre à café. Avec En parlant de formation et d'études, tu as quoi comme études, toi? Moi, j'ai fait Sciences Po à l'ULB. Et puis, j'ai fait un doctorat. Et puis, en quoi? Aussi en sciences politiques. Ouais, okay. Voilà, donc je suis resté... En fait, je voulais être journaliste à la base. Docteur, on peut t'appeler docteur ou... Ouais, mais ça se fait pas trop. Mais ouais, on peut si on veut, mais c'est trop la classe. Moi, je mettrais des cartes. En Italie, ils le font. Enfin, dottore. Oui. Ils le mettent dès qu'ils ont le truc. Moi, j'en ai déjà vu dans des signatures, je te jure. Oui, il y en a qui le mettent. Moi, je le mets pas. Mais même prof, si tu veux, même professeur. Mais je le mets pas. Mais ouais, je voulais être journaliste à la base, et puis après, ben voilà, j'ai commencé ces études-là et j'ai été happé par le truc et je suis resté. Et tu les as fait à l'ULB, ces études? À l'ULB, oui. Et pourquoi l'ULB? Parce que j'avais envie d'aller à Bruxelles, en partie, et parce que ça répondait à mes convictions, et c'était une université très multiculturelle déjà, encore plus aujourd'hui que ça l'était à l'époque. T'as connu ton baptême et tout, toi, là-bas? J'ai commencé, mais j'ai quand même pas trop accroché, je t'avoue. Ouais. Le truc gueulantaire, à genoux, on te verse une bière dessus, tout ça. J'ai fait 2-3 fois, puis j'ai plus le courage. Et voilà, j'ai arrêté. En tout cas, le chat, il devient très philosophique. Tout ah ouais. Ce qui se passe là, tu vois. On nous dit, je suis un grand geek. Donc le tueur nous dit, je suis un grand geek. J'ai passé beaucoup de temps devant les écrans. Mais si c'était à refaire, je passerais tout mon temps à lire à la place. Okay. Oui, mais les écrans, c'est bien aussi. Moi, je trouve que les tutos, par exemple, sur YouTube, c'est extraordinaire. C'est une chance. Ça n'existait pas quand j'étais jeune. Et maintenant, tu peux tout apprendre sur... moi, j'adore la cuisine, par exemple. Le jour, j'achète un saumon entier, mais je ne sais pas comment on lève le filet du saumon. Pourquoi j'achète ce saumon entier? Alors, je ne sais pas comment on fait. Je mets, c'est quand même génial. Tu mets lever un filet saumon, bam, et tu as un mec qui t'explique. Tu mets le couteau ici, tu fais comme ça, puis tu enlèves bien la peau et tout. Et puis, tu essayes et tu apprends tout seul avec le truc. C'est formidable. C'est une source d'information incroyable. C'est une source de... Ouais, et moi, je trouve toujours qu'on fait actuellement, on fait vraiment on confond. Et on généralise en parlant de temps d'écran. Alors oui, il y a temps d'écran en train de jouer à des jeux vidéo, ok. Et puis il y a temps d'écran où on apprend des choses. Et puis il y a des temps d'écran où on crée des choses. Moi, par exemple, j'ai ma fille de 12 ans, c'est une pro des TikTok, donc elle arrive à faire énormément de vidéos TikTok.
Il faudra qu'elle m'apprenne. Je ne suis pas encore sur TikTok, moi j'ose pas trop y aller parce que je ne suis pas un très bon danseur et je ne vois pas très bien ce que je pourrais mettre d'autre. Elle arrive à faire des montages vraiment incroyables et il y a beaucoup de personnes qui me disent tiens, le temps d'écran et tout. Mais je considère ça, ce qu'elle fait, c'est de la création. Ouais, c'est sûr. Ça l'aide à sa créativité. Et je considère que c'est comme s'il lui donnait une feuille, un crayon, des crayons de couleur et qu'elle dessinait au fait. Par contre, quand c'est une personne qui fait que slider des choses sur YouTube avec des dessins animés et qui n'a rien trop, je veux dire, ou des jeux qui peuvent être très addictifs. Hein. Tu as quand même des jeunes qui n'arrivent plus à en sortir. Et je comprends, je vois ça avec mon petit. Si je ne lui dis pas c'est fini, il peut rester des heures et des heures. Hein, donc, On avait organisé une réunion avec les Pat Le Guen, parce que les Pat Le Guen, c'est des grands joueurs. Et je t'assure, on avait organisé une réunion et ils m'ont parlé des jeux. Et comment ils en parlent, ça m'avait choqué parce que je ne suis pas un grand joueur. Les geeks, voilà, je vous le dis, je ne suis pas un grand joueur. Et ils en parlaient, et donc ils me parlaient de... Comment vous avez appelé World of Warcraft? Comment vous avez appelé ça? Le jeu, voilà. Ils m'ont dit, le but de League of Legends, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Tu es heureux dans ta vie, tu veux devenir malheureux, tu joues à League of Legends. C'est ça que vous m'avez dit, on est d'accord. Eh ben, c'est des trucs addictifs. Ils me disent, c'est addictif, on sait que tu vas passer un mauvais moment, mais tu y vas, et tu le fais. Et tu vois, ce genre de truc, moi je trouve qu'il y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de formation. Oui, ça je pense aussi. Et on est en train de donner... Pardon tout le monde. Pardon. On est en train de donner... des tablettes et des ordinateurs à tout le monde. Et... Là, c'est la crème solaire parce que tout le monde se met. Hein, on se demande ce que tu as perdu, tout le monde a peur que ce soit un truc un peu douteux, mais non, ça va. Ça va aller, les enfants. C'est de la crème solaire, je l'ai vu, moi. On donne des tablettes à tout le monde, on donne des ordinateurs. Je vais pas la regarder. On donne des ordinateurs à tout le monde, on donne des tablettes à tout le monde. Par contre, on ne leur donne pas de formation pour pouvoir les utiliser. C'est comme ce qui nous est arrivé. Tu sais, tu parlais du premier confinement qui était très difficile, que ce soit à l'école ou dans ton milieu de travail. On ne nous a donné aucune formation pour faire du e-learning, on ne nous a donné aucune formation pour faire du home working. Il y a certaines personnes chez nous en e-learning qui... Il y a certaines personnes en e-learning qui commençaient leur journée de travail. Pardon, désolé. Elle est partie parce que sinon... Qui commençaient leur journée... Je vais y arriver. Qui commençaient leur journée de travail en pyjama, tu vois, et des choses comme ça. Et vu qu'on leur a pas appris de se mettre un minimum en condition pour que leur cerveau soit en condition pour pouvoir travailler, tu sais, juste s'habiller, mettre une chemise ou se mettre en condition pour travailler. Prendre une douche ou quoi. Prendre une douche. Mais tu rigoles, mais non, juste sûr, ça, il y a énormément de jeunes qui se disaient, de leur lit, tu vois, ils se connectaient, ils se disent, ok, mais c'est bête, c'est pas, enfin voilà, c'est plus pareil. Donc je pense qu'il y a un vrai manque. Je pense qu'on distribue du digital, je pense qu'on distribue de la connectivité, on distribue du digital en matériel, on distribue même en software, mais il manque toute cette partie de formation, tu vois, où il n'y a pas assez pour tes collaborateurs, pour tes enfants et leurs professeurs, pour notre société de dire, ok les gars, vous avez une tablette, vous pouvez faire ça avec. Mais vous pouvez aussi éviter de faire ça, parce que voilà, c'est un peu touchy, ou c'est dangereux, ou il y a telle chose. Eh ben, moi, pour ma fille de 12 ans, je dois vraiment lui mettre des règles en lui disant, écoute, sur ton TikTok, par exemple, une des règles de base, c'est que tu acceptes que les gens que tu connais physiquement, que tu les as vus, tu vois. Si tu n'as jamais vu ces personnes-là, même si elles ont l'air super cool, tu n'acceptes pas. Et c'est une manière pour moi de m'assurer de pouvoir rendre responsable ma fille, et en même temps de m'assurer qu'elle n'est pas en contact avec je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et donc ce genre de formation, je pense que beaucoup de personnes et beaucoup de parents, par exemple, devraient en avoir, parce qu'actuellement on est vraiment dans le bannissement, tu vois, c'est genre pas de tablette, pas de téléphone, c'est le pire qu'on puisse faire, parce qu'ils vont aller sur la tablette et le téléphone de l'ami, et là on ne va rien savoir. Et il faudrait plus créer une relation de confiance avec son enfant. Avec les enfants, avec ses propres enfants, c'est pas facile, hein, c'est clair. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage. Là, ça nous est tombé dessus comme ça brutalement parce qu'il y a eu le corona et qu'il a fallu s'adapter. Mais moi, j'ai donné cours aussi, je donne encore un petit peu cours à l'ULB sur Teams au tout début. Non, c'est pas seulement la technologie, parce que les étudiants, ils se moquent des profs. Ah, le prof qui ne sait pas lancer le truc. Une fois, j'ai oublié de l'éteindre. J'ai fait 23 heures de session d'affilée jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie un message en disant « Vous n'avez pas éteint la session Teams ». 23 heures d'enregistrement. Ça bouffe du cloud. Et pour pas grand-chose, en plus. Mais bon, donc, ils aiment bien se foutre un peu de ta gueule avec ça. Mais
indépendamment de la technique, c'est que tu ne donnes pas le même cours, tu ne donnes pas la même formation, le même cours en présentiel et à l'écran. Tu dois adapter la pédagogie à l'outil. Et ça, c'est un exercice qu'on n'a pas encore vraiment fait parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je pense qu'on va s'y mettre. Et même chose pour le travail. Tout ne va pas aller en télétravail, mais il y a certaines choses, tu peux les faire à la maison parce que tu n'as pas besoin d'interagir avec tes collègues, mais il y en a d'autres où si tu n'as pas d'interaction, ça va être pauvre et ça va manquer. Donc c'est vraiment un apprentissage. Et les jeunes, ouais, les addictions, etc., ça m'a parfois inquiété, mais après je me dis, ça doit quand même être une autorégulation par le jeune. Parce que sinon, tant que c'est une contrainte, toi, c'est comme l'alcool, etc. Si tu apprends à boire un petit verre de temps en temps, mais tu n'exagères pas, ça va. Par contre, si tu lui dis, tu peux pas boire, ça veut dire que s'il ne boit pas trop, c'est uniquement parce qu'il a la contrainte. Et une fois que la contrainte a disparu, hop, peut-être qu'il va boire trop. Donc à un moment donné, il faut que la limite, elle vienne de lui aussi. Et bon, voilà, ça m'énervait aussi au début, de voir mes enfants tout le temps avec les écrans, etc. Mais après, je pense que c'est une génération qui est née avec ça et qui sait faire deux choses. Je vois mes filles, enfin mon fils, il aime beaucoup moins, lui, il a parfois encore des vieux Nokia, tout ça, donc il ne suit pas trop de ça, mais bon, elles sont là avec leurs cours, etc. Et l'iPhone à côté, enfin le téléphone portable à côté. Et je lui ai déjà dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais je travaille avec une copine. Donc elle l'utilise, elle dit, tiens, toi, la question 4, tu aurais répondu quoi, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi le côté où on dit maintenant, ah tiens, nos enfants, ils s'enferment dans leur chambre, ils sortent plus voir leurs amis et ils sont avec leur smartphone. Mais en fait, sur leur smartphone, ils sont avec leurs amis. Mais oui, c'est ça. Je me souviens de ma fille aussi, une fois, j'ai dit, oh, écoute, arrête un peu sur Facebook, etc. Elle me dit, mais papa, excuse-moi d'avoir une vie sociale. Elle me répond ça comme ça. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vue comme une vie sociale, mais pour elle, c'était sa vie sociale. Elle rentrait de l'école, elle continuait ses relations avec ses copines, mais sur son smartphone, quoi. Et puis, parfois, elles regardent des films, donc elles sont chacune chez elles, à regarder le même film, avec leur truc allumé, et disent, ah, et elles rigolent ensemble, elles disent, oh, t'as vu, machin, oh, il sort avec une telle, oh, ça, tu rigoles, mais il y a une application qui est sortie spéciale ça pour ça, pas, où tu mets ton compte Netflix et tu peux regarder avec tes amis, et tu commentes, et tu interagis pendant qu'on regarde au même moment le film. Et donc voilà, c'est une vraie demande qu'il y a. Tu as des questions? Des gens philosophiques qui mettent leurs commentaires. Shirale nous dit, les jeunes ne sont malheureusement pas connectés, ils sont consommateurs de technologie, mais pas acteurs de technologie, d'où l'importance des formations. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, du lourd ce soir, du lourd ce soir. J'aimerais rebondir un peu sur ce que tu nous as dit, Paul, par rapport à tes profs. Et tu m'expliquais tout à l'heure, hors antenne, que tu avais mis des choses en place quand il y a eu cette partie Teams, tu vois. Tu avais changé ta manière de on a essayé de changer. On donne le cours à deux avec une collègue, Justine Lacroix, et on a beaucoup discuté avant en disant, si on va devant notre écran et qu'on dit notre cours tel qu'on le dit d'habitude, il y a un truc, quand tu donnes cours devant des étudiants, tu vois à leur visage si ça va, s'ils suivent ou pas. Tu le vois, dès que ça bavarde, dès qu'ils froncent les sourcils, comme ça, tu dis il y a un souci. Et donc, c'est un signal qui t'envoie qui est très important parce que tu sens que ça ne va pas, donc tu recommences, tu réexpliques et puis tu vois que ça va mieux. Et puis, ou alors tu leur dis, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Et là, tu ne l'as pas. Parce qu'en plus, la plupart des étudiants, soi-disant pour alléger la bande, coupaient l'image. Et donc, mais tu as juste le rond sur Teams avec les initiales. Donc, tu étais là devant ton écran, tu es là devant des ronds. Et tu parles devant des ronds. Donc, tu vois, c'est quand même... Donc, j'avais demandé, c'était un truc qu'on m'avait donné... S'il y avait des étudiants qui étaient volontaires pour allumer leur caméra, 2 ou 3, juste pour avoir un retour. Déjà, c'est important. Parce que... Et donc, gentiment, il y en a 3-4 qui avaient ouvert leur écran. Comme ça, tu as quand même des visages, quoi. Et en plus, tu vois si... Il y a ce langage non verbal qui est important pour voir s'ils suivent. Et en plus de ça, on a changé le cours, c'est-à-dire qu'au lieu d'exposer le cours, on leur avait donné les textes avant, on faisait une petite présentation, et puis le cours, c'était un échange. Je posais des questions, je dis voilà, vous devez lire tous ces textes-là, je vais vous poser ces 5 questions-là, et ils devaient préparer. Et puis il y avait des volontaires, c'est pas de volontaires, on tirait au sort. Et puis, mais ça fonctionnait pas mal. Et je trouve même que, par exemple, enfin, je te le disais avant l'émission, mais le chat en parallèle, c'est vraiment intéressant. Parce que dans un cours, il n'y a pas le chat en parallèle. Donc l'étudiant, il doit lever la main, il doit poser une question. Mais il y a des étudiants qui ne vont jamais le faire, parce qu'ils sont trop timides, ils n'osent pas, et je respecte ça. Tandis que sur le chat, ils osent. Et donc, ils posent la petite question sur le chat en parallèle. Et donc, de temps en temps, tu arrêtes de parler, tu regardes le chat, et tu vois un peu comme on le fait ici avec Twitch ou quoi. Donc, ça fonctionne bien, et je trouve que c'est vraiment des outils qui peuvent être très intéressants pour améliorer la pédagogie. Maintenant, rien ne remplace quand même
le contact physique, le fait qu'à la pause, entre 2 heures de cours, l'étudiant il peut venir te trouver, poser des questions, expliquer ce qu'il n'a pas compris, etc. Ce qui est plus compliqué à faire à distance, quoi. Ouais. Mais un peu de distanciel, je pense que ça peut être une bonne chose. Ouais. J'ai encore quelques questions, même si vous me dites qu'on a passé le temps. J'ai déjà demandé à Paul avant, il m'a dit que c'était OK. Il m'a dit que c'était OK si on dépassait un petit peu un chouïa. Donc voilà, j'avais une question qui n'est pas dans ma liste, c'est une question que je me pose toujours. On sait que parfois il y a quelques partis qui mettent énormément d'argent dans les réseaux sociaux en termes de publicité, marketing et tout ça. Le PS un peu moins? Presque pas, nous. Ouais. Pourquoi? C'est un choix. D'abord, franchement, ça me choque d'utiliser de l'argent public pour payer à une multinationale qui ne paye pas d'impôts. Facebook, en l'occurrence, pour ne pas la citer. En plus, d'après ce que m'ont expliqué mes collaborateurs, c'est une espèce de cercle vicieux. Plus tu payes et plus tu dois payer. Et donc, si tu arrives à avoir un engagement naturellement, parce que les gens trouvent que le message que tu portes est intéressant, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on l'utilise un peu, on fait un peu de paid, mais vraiment, si on se dit, par exemple, là, on a un sujet, potentiellement, ça peut intéresser les gens de tel coin, par exemple, ou bien telle tranche d'âge, etc. Alors, on va un tout petit peu payer. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le fais pas, tu n'existes pas du tout. Mais moi, on a déposé une proposition de loi pour qu'on limite fortement ces dépenses. C'est de l'argent public, c'est l'argent qu'on donne aux partis, puis les partis, bam, les donnent à Facebook, quoi. Donc ça pose quand même un problème. Et puis ça crée aussi un peu une concurrence déloyale. En Flandre, c'est le Vlaams Belang qui a dépensé mais des fortunes, et ils ont explosé. Et côté francophone, le PTB a dépensé plus d'1 million d'euros sur Facebook, quoi. Donc c'est de l'argent des contribuables qu'ils dépensent sur Facebook. Alors évidemment, après, ils ont des vidéos qui sont vues 500 000 fois, 1 million de vues. Bah ouais, si tu payes, tu as des vues. Et en plus, après, ça devient viral. Donc je trouve que ça finit par poser un vrai problème d'équilibre démocratique, quoi. C'est vraiment, c'est si tu as de l'argent et si tu dépenses beaucoup d'argent que tu vas te faire entendre et non pas pour la qualité de tes idées. Donc, alors, eh bien, le problème, c'est qu'on est obligé de le faire un peu, mais on essaie de le faire vraiment un minimum, quoi. Okay. Pour parler un peu de ta carrière politique, c'est quand que tu t'es décidé de rentrer là-dedans? En fait, on est venu me chercher, moi. Donc, j'ai rien décidé du tout. En 2007, j'étais prof. Et c'était le bazar ici à Charleroi, la crise politique complète, les affaires, etc. Et un jour, je me souviendrai toujours, c'était le lendemain des élections de 2007, en juin, j'étais en train de lire mon journal, boire mon petit café tranquille, fumer ma clope. J'ai arrêté entre-temps, mais à l'époque, je fumais encore. Quand? J'ai arrêté il y a 5 ans, puis j'ai recommencé un peu, puis... Non, j'ai arrêté il y a 10 ans, et puis j'ai recommencé un peu, puis là, j'ai arrêté encore totalement. J'ai un peu recommencé pendant la formation du gouvernement, parce que j'étais vraiment très nerveux. Et depuis novembre, ça fait 6 mois que je n'ai pas touché de cigarette. Moi, 2016. Ouais. Le 6 juin 2016, j'ai arrêté. Ben voilà. J'ai pas une tête de fumeur en plus. On me dit toujours que j'ai pas une tête de fumeur. Non, tête de fumeur? Non, t'as pas une tête de fumeur, non, ça va. Donc t'es arrêté juste au moment. C'est ça. Donc voilà. Et donc j'étais en train de fumer ma clope. et mon téléphone sonne. Oui, bonjour, c'est Elio Di Rupo. Peut-on se voir? Et alors, je dis, bah, ouais, bien sûr. Tu limites bien. et il est arrivé chez moi, dans mon petit appartement à l'époque, là, et il m'a dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour régler un peu tous les bazars à Charleroi. Est-ce que tu veux bien faire une mission pour 3-4 semaines? Je lui ai dit, ok, c'était la fin de l'année, j'avais fini mes cours et tout. Donc 3-4 semaines, ça va. Et puis au bout des 3-4 semaines, il me dit, tu as bien fait ça, est-ce que tu veux être ministre wallon pour terminer pour 18 mois? Je dis, ok, 18 mois, une belle expérience. Et puis maintenant, ça fait 15 ans et je suis toujours là. Mais donc voilà, au début, il m'a eu, voilà. Et puis j'ai même pris sa place, si on peut dire, puisque voilà, je suis devenu président là où il y était, il était à l'époque. Mais ça amène quoi comme responsabilité en plus, cette président de parti? Alors c'est très particulier parce que tu es partout et nulle part en même temps. C'est-à-dire que tu n'es pas dans les gouvernements, tu n'es pas dans les parlements directement, mais en même temps, je dois travailler sur l'école avec Caroline Désir, je dois travailler sur l'emploi avec Pierre-Yves Dermain, sur la relance avec Thomas Dermine, sur la défense avec Ludivine. Enfin, je dois travailler avec tous ceux qui nous représentent, même dans les villes, s'il y a un gros problème, tu vois, Bois de la Cambre, Bruxelles, etc., j'appelle Philippe Claus. Donc, tu es responsable de tout, partout où il y a un PS, où il y a un problème avec le PS, ou bien une solution aussi, heureusement, tu en es responsable. Et en même temps, tu n'es pas en première ligne. Donc, c'est souvent un boulot un peu de coach, je dirais, et de coordination de l'ensemble. Et ouais, non, c'est passionnant. C'est passionnant. Et c'est aussi rencontrer plein de secteurs. Tu vois, pendant ici le confinement, etc., je crois que j'ai vu des représentants de tous les secteurs possibles et imaginables, de l'ORECA, de la culture, des forains, vraiment plein de secteurs, pour les écouter, parce que on peut pas se faire on peut pas tout connaître par définition. Et donc,
pour prendre des bonnes décisions, la seule manière de le faire, c'est de bien écouter. Si on prend des bonnes décisions pour l'Horeca, il faut écouter les restaurateurs, il faut écouter les patrons de café, et se dire, tiens, est-ce que ça a du sens d'ouvrir les terrasses sans ouvrir les salles? Est-ce que ça a du sens d'ouvrir les terrasses avec plexiglas ou pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont très bien organisés, donc qui sont très bien écoutés. Puis il y en a d'autres qui sont moins bien organisés. Par exemple, toi, tout le monde de la nuit, par exemple, c'était un monde qui n'était pas du tout structuré, pas du tout organisé. Donc ils n'étaient pas du tout écoutés. Et donc du coup, ils se sont organisés. Maintenant, il y a une fédération, ils ont mis des choses en place, etc. Donc tu as des acteurs qui ont beaucoup plus l'oreille du politique que d'autres parce qu'ils ont plus d'habitude, parce qu'ils pèsent plus lourd aussi. Et donc, il y a une forme d'inégalité là. Donc, il faut écouter les petits, il faut écouter ceux que personne n'écoute, parce que ceux-là, ils ont des choses à dire aussi. Clairement, clairement, c'est clair. Je vais passer à des questions un peu tac au tac avec toi. Donc voilà, c'est des questions assez rapides. Voilà, exactement. Et puis, voilà, c'est quelques questions assez rapides, donc tu peux me répondre assez rapidement. C'est des réponses très courtes que j'attends. L'application que tu utilises le plus? Bon, j'en sais rien. Ça peut-être être quand même Instagram, oui. Instagram? C'est mon agenda, mais c'est pas vraiment une application. Ça fait très jeune, ça. Hein? C'est pas vraiment une application. Ouais, Facebook, je l'ai pas sur mon iPhone. Je l'ai sur mon ordi. Parce que sinon, je vais passer trop de temps à commencer à regarder les trucs, donc je m'auto-contrôle. Donc j'ai assez peu de trucs sur mon téléphone. J'ai vraiment que les choses hyper usuelles, mais quand même aussi Instagram. Et celle qui est ton application qui est la moins nécessaire, mais tu as quand même? J'en ai une que j'adore, c'est pour reconnaître les plantes et les fleurs. C'est vraiment un truc super. C'est génial. Ça n'existait pas avant. Tu te promènes dans les bois, tu dis c'est quoi cette fleur? Tu prends une photo, clac, il te le dit quoi. C'est fou. C'est de l'intelligence artificielle. Exceptionnel, vraiment. Et avant, tu te trimballais avec un gros bouquin, tu cherchais jaune, fleur jaune avec deux feuilles, tout ça. Et maintenant, donc ça, je trouve ça génial. PlanteNet, ça s'appelle. C'est super. Écoute, voilà. Et l'application que tu ne peux absolument pas t'en passer? Il n'y en a pas beaucoup. Tu comptes tout dans les applications. Tu comptes tout sur ton téléphone. Que tu ne peux pas t'en passer, tu vois. Ouais, application stricto sensu, pas tellement. Mon agenda, tout est dedans. Agenda, les mails, les SMS, etc. Mais ce n'est pas vraiment des applications. Sinon, non, il n'y en a pas. Si, tu peux considérer. L'agenda, ça c'est le plus... C'est quand la dernière fois que tu es resté sans ton téléphone? Depuis là maintenant, depuis tout à l'heure, il y a On va dire pendant plus de 8 heures éveillé. Éveillé. Ça c'est très rare, vraiment très très rare. Est-ce qu'il t'arrive de te déconnecter de temps en temps? Quand je suis en vacances, j'essaye, je me lève, je lis quand même la revue de presse, je regarde s'il y a des messages, je donne des coups de téléphone, et puis je le mets dans un tiroir et je dis, j'y touche plus jusque midi. C'est déjà un bel effort. Je fais pareil. Je fais pareil. À midi, avant de manger, boum, une demi-heure à regarder tous les trucs. Et puis après, je dis, je ne touche plus jusqu'à l'apéro, jusqu'à 18h. Et ça, j'y arrive, plus ou moins. Ouais. Parfois, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Mais ce qui est mal foutu, c'est qu'il y a l'appareil photo dessus, etc., etc. Donc, on a toujours une bonne raison de le prendre. Donc, du coup, on regarde les messages. Et donc, du coup, on est retombé dedans. Donc, clairement. Et j'essaye de créer des... Est-ce que tu es on peut dire, tu es un addict au téléphone ou pas? Oui, comme tout le monde. Je pense que je peux pas nier. Tu dis comme tout le monde pour te rassurer ou pas? Non, mais je ne connais pas grand monde qui aujourd'hui peut dire que... Oui, j'ai un fils, mon fils aîné, il a parfois, pendant 3-4 jours, il ne répond pas, il dit non, je ne veux pas recharger mon téléphone. Voilà. Donc, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et j'en connais quelques-uns comme ça, mais c'est quand même pas courant, quoi. J'ai un ami ou l'autre, j'ai un collaborateur qui a un vieux Nokia, comme ça aussi, il fait encore quand il fait ses SMS, pour faire le C, il doit appuyer 3 fois sur la première touche. Enfin voilà, tu vois, c'est des... Mais... tu en as quelques-uns comme ça, mais c'est quand même pas la majorité. Tu le mets dans ta poche, dans ton téléphone? En général, oui. Tu as aussi parfois les vibrations fantômes ou pas? Non, ça va. Non. Il paraît que c'est pas bon, notamment pour la fertilité, tout ça. Donc... Moi, j'ai des 5, ça va. Ça va. J'ai fait mon job. Est-ce que tu as des objets connectés? Des objets connectés? Sur toi ou à la maison? Non, j'ai un baffle pour écouter la musique ou pour écouter des podcasts. Mais tu n'as pas trop télé connecté, frigo connecté? Non, tout ça, non. Non, pas trop. Le baffle, c'est bien. Tu prends un petit machin comme ça, tu le trimbales, tu peux aller dehors en été, tout ça. C'est bien. Mais pas plus que ça. C'est pratique. La 5G, pour ou contre? J'ai pas d'avis arrêté. Ça me paraît difficile de ne pas le faire. C'est pas un administrateur de Proximus que je veux dire l'inverse. Donc ça me paraît difficile de ne pas le faire. Mais je pense qu'il faut quand même vraiment être très très attentif à la question des ondes et aux personnes électrosensibles, etc. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a des gens pour qui c'est vraiment très compliqué. Là aussi, tu vois, c'est des gens qui nous ont écrit, etc., qui disent on voudrait qu'il y ait des zones blanches, vraiment
consacré. On voudrait qu'il y ait par exemple un village de vacances sans ondes, quelque part, pour des gens qui sont électrosensibles. C'est quelque chose à quoi il faut être attentif, quoi. Parce que si plus nulle part dans le monde, ils ne peuvent être à l'abri des ondes et de leurs conséquences, pour certaines personnes, c'est un vrai enfer, quoi. Donc, Tu as entendu le projet de Elon Musk et Jeff Bezos, donc avec leurs satellites où ils veulent mettre de l'Internet partout sur Terre en mettant des milliers de satellites en orbite autour de la ils ne Terre. savent plus quoi inventer, hein, franchement. Ouais. Ils veulent faire ça, hein, tu vois. Alors même ton petit village sans ondes, elle va se retrouver, elle va se retrouver peut-être à cause de... C'est Starlight, je crois que ça s'appelle leur projet, mais bon, on n'y est pas encore. Tu sais que le Bitcoin... Hein, C'est quoi pour toi le Bitcoin? C'est un truc qui sert à rien, vraiment. Je trouve vraiment que ça sert à rien. Écoutez, Tu sais que la gestion du Bitcoin consomme autant d'électricité que toute la Belgique. Toute la Belgique. Donc toute l'électricité qu'on produit en Belgique, pour l'industrie, pour les transports, pour les ménages et tout ça, il faut la même chose pour le Bitcoin. En termes climatiques, et ça, c'est absurde, vraiment. Tout ça pour un truc spéculatif. Et donc, exactement. Et je vais vous expliquer pourquoi ça consomme autant que la Belgique, parce que ils certifient les blocs par le Proof of Work. Donc, tu dois prouver que tu as travaillé. OK? Et vu que tu dois prouver que tu as travaillé beaucoup et vite, il y en a beaucoup, vous êtes en concurrence avec beaucoup, donc ils vont en sélectionner que un. Et tous ceux qui ont travaillé pour rien, c'est de l'énergie perdue, en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, mais c'est vrai. Enfin, moi, je ne savais pas pourquoi, mais Voilà, j'avais lu tu ça. vois, c'est le proof of work. Et en gros, il te demande de prouver que tu as le bon bloc, tu as fait le bon calcul mathématique. Et pour faire ces calculs-là, c'est avec des cartes graphiques, avec des processeurs qui consomment énormément d'électricité. Ils mettent plein de gens en concurrence. Puis il y en a un qui est sélectionné parce qu'il a été plus rapide que les autres. Et donc, c'est comme quand tu fais un sprint à 20 personnes, il y en a un gagnant, mais il y en a 19 qui ont gaspillé de l'énergie pour rien, en fait. Pour rien, tu vois, vraiment pour rien. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est quand même un vrai problème à l'époque où on doit quand même vraiment économiser. réduire la consommation d'énergie, parce que le réchauffement climatique, c'est un problème central. Internet déjà en soi, c'est autant de consommation électrique, autant de gaz à effet de serre que tout le transport aérien dans le monde. Donc c'est pas rien, hein, rien que tous les serveurs, les clouds, les centres, etc., qui gardent les données, etc., ça consomme déjà énormément. Donc si en plus on crée des trucs totalement inutiles comme le Bitcoin, on va plus s'en sortir. Exactement. Mais sur l'idée même du Bitcoin, à part la consommation électrique, sur l'idée même d'avoir une crypto-monnaie qui est basée sur... Pour moi, c'est de la spéculation. Ah oui, c'est de la spéculation pure. Qui est basée juste sur la vente et de l'achat. T'en penses quoi? Je trouve que c'est la logique même du capitalisme sauvage, débridé, inutile, quoi. Ça ne crée pas de valeur, ça ne crée rien. Moi, je suis plutôt pour les monnaies locales. Ici, on a le Carolor, c'est la monnaie Carolo. Tu peux l'échanger que dans certaines boutiques qui s'engagent à respecter les droits des travailleurs, l'environnement, etc., etc. Et en même temps, tu es sûr que Donc, on en a distribué dans le plan de relance à toutes les familles Carolo. Tous les Carolos ont reçu un Carolor. Et donc, ça a permis d'injecter 4 millions d'euros dans l'économie locale. Donc, tu soutiens ça vaut 20 euros. Cool. Et donc, une famille avec 3 enfants, c'est 100 euros qu'ils ont reçu. Et donc, ça leur permet soit d'aller au resto, soit d'aller faire des courses, peu importe. Mais en tout cas, ça doit être dépensé ici, à Charleroi. Et donc, c'était aussi une manière de soutenir à la fois les familles et de soutenir en même temps le commerce local. Ça sert à quelque chose. Le Bitcoin, honnêtement... Voilà, c'est du gaspillage. Voilà. Non, clairement. Mais il y a certains pays comme l'Inde qui ont interdit le Bitcoin, même le miner, donc le créer, c'est totalement interdit. Ouais. Et voilà. Et donc, je reviens encore. Normalement, j'ai encore une dernière série de questions à te poser. On y est presque, Paul. Je vais pas te... Voilà. Apple ou Android? Apple, quand même. C'est vrai? Ouais. Tu es victime. Oui, tu m'expliqueras. Mais vraiment par habitude. Voilà, c'est vrai, c'est plus facile d'utilisation. Bah, écoute, je ne connais pas vraiment Android, pour être honnête. Je suis resté voilà, sur ses habitudes. Et puis, voilà. Netflix ou Disney+? Disney+, mes enfants se sont réabonnés, ce qui est marrant parce qu'ils re-regardent des séries qu'ils regardaient quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Moi, je regarde un peu Netflix. Ouais, Netflix. Tu regardes quoi pour le moment? Là, je regarde Qui a tué Sarah, c'est pas mal, c'est en espagnol, c'est en mexicain. Je l'ai vu. Moi, je sais qui. Voilà. Non, non, il n'y a pas la deuxième série. Non, je regarde un peu au hasard comme ça, mais c'est chouette parce que tu peux regarder en version originale. Et puis il y a plein d'émissions de cuisine, j'adore la cuisine, donc il y a très très chouette émission de cuisine, donc ça j'ai... Voilà. Top. Par contre, là j'ai une question Facebook ou LinkedIn, mais tu n'es pas sur LinkedIn.
Ah, je crois pas, non. Non, je t'ai Non, cherché non. la dernière fois. t'es Non, pas c'est sûr. vrai. Bon, peut-être que je devrais, mais je ne sais pas très bien à quoi ça sert en fait, à part. LinkedIn, c'est le Facebook des professionnels. C'est le Facebook. Oui, où on oui, mais travaille. je pensais que c'était surtout pour si tu cherches un job, tu vois. A priori, j'en cherche pas. Non, mais c'est. Non, mais quand je consulte LinkedIn, c'est pour. Si je dois engager quelqu'un, je vais regarder son profil sur LinkedIn. Non, mais c'est pas. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui veut m'engager. Donc, Je te jure, parfois aussi, je reçois des job descriptions. Mais c'est pas que ça. LinkedIn, c'est aussi pour pouvoir rassurer tes futurs partenaires de qui tu es. Par exemple, si tu dois parler avec des partenaires ouïghours ou d'autres ah partenaires oui, à ouais, travers le peut-être monde, qu'il ils vont faudrait. te chercher. Ouais. Tu sais, moi, Parce que ça devient fatigant. Toi, au début, tu avais Facebook, Instagram. Puis tu dois maintenant TikTok peut-être, LinkedIn, on va sur Twitch. Enfin, non, tu ne sais plus où ça s'arrête. Tu vois, Écoute, moi j'ai envie de te dire que moi c'est un investisseur que j'avais rencontré aux États-Unis en 2013 qui m'a dit que tu dois être sur tous les réseaux sociaux. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que quelqu'un risque de prendre ta place Ah ouais. et de dire que c'est toi. Et qu'est-ce que tu penses des politiques sur TikTok, toi? Parce que c'est un grand débat que j'ai avec mes équipes et tout. Certains disent il faut surtout pas y aller, c'est pas fait pour la politique. D'autres disent il faut être partout, et donc c'est mieux d'y être. Les politiques sur TikTok, moi vraiment, je pense qu'il faut arrêter ça. Ouais. Non mais ça m'intéresse franchement parce que je sais pas. Je pense qu'il faut arrêter ça. J'ai vu qu'il y avait des partis, des présidents de partis qui y sont comme le Vlaams Belang, je crois qu'il y est. Ouais, ils sont partout, président. Tom Van Griek, ouais. Mais je pense que ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait intelligemment, si c'est fait de la bonne manière, je pense que pour une personne avec tes responsabilités, ta prestance, faire des danses, ouais, moyen. moyen, mais par contre, il y a moyen vraiment de. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon en France, qui a 70 ans, qui est hyper classique, etc., il est allé sur TikTok. Alors, il a utilisé des chansons qui sont très populaires chez les jeunes et il a, je ne sais pas exactement comment, mais fait des montages avec, après des montages assez simples, avec des loops, etc., mais où il arrive à créer des micro-messages. Franchement, c'était pas mal fait du tout. Il prenait par exemple le nom d'une station de métro qui rappelait des victimes d'un attentat, avec une chanson qui parlait du sujet, et il faisait mine de rentrer dans la station. Et c'est tout, le message est envoyé, il n'y a pas de... Je trouvais que c'était pas mal. Mais après, des idées comme ça, il faut en trouver. Non, c'est clair, il y a des idées comme ça qui sont pas mal. Et puis parfois, il a fait quelques vidéos qui sont devenues des mèmes. Sur Internet parce que voilà, il a rappé par exemple dans certaines vidéos, il a fait des mais Charles Michel avait essayé ça aussi une fois, je ne sais pas si tu te souviens de la vidéo, c'était pas une grande réussite. Mais ça, j'oserais pas moi. Il y a une Pat Legan ici qui vous propose de faire des recettes de pain au levain sur TikTok. Ah ben pourquoi pas, on peut, mais en fait je connais pas l'outil, donc je vois pas comment le mettre en forme sur pour les danses, c'est sûr que c'est pas intéressant pour vous, mais avec tout ce que j'ai entendu dans ça, je vous confirme que pour moi les danses, c'est pas... Je vous ai découvert dans le live par rapport à vous, et tout ce que vous dites qui est informatif et éducatif, c'est super intéressant pour TikTok. Pour TikTok, ça peut aller, ouais. Il faudrait que j'y réfléchisse. En faisant le bon montage et tout. Parce qu'on a trop l'image que TikTok, c'est juste des danses et des petites vidéos. Il y a beaucoup de contenu informatif et éducatif qui fonctionne très bien, tout aussi bien que les danses, et vous, ça peut montrer encore une autre image. Ah bah je vais y réfléchir. Mais il faut que ce soit des gens de votre âge qui nous conseillent, parce que non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont des vrais utilisateurs. Voilà. Écoute, je vais finir sur CD ou vinyle. J'ai les deux, mais de plus en plus de vinyle. J'ai retrouvé tous mes vieux vinyles. Pour TikTok, je dis ça, je dirais. Le chat est pour TikTok. Ah bon, bah voilà. C'est l'occasion pour les politiques de toucher un public plus jeune. Pourquoi s'en priver? Non, mais c'est vrai, et peut-être de parler de politique autrement, mais il faut trouver le bon ton, c'est pas évident. Elio Di Rupo est trop drôle dessus, il met des musiques de notre époque sur ses vidéos TikTok. Donc, oui, on m'a dit qu'il a un nombre de followers incroyable. C'est ce que je te disais, Elio Di Je crois qu'il a... Dans six d'autres. Il est là, il a la salle de sport, il lève de la fonte comme ça, et il met des... Et il met des sons. Je savais pas qu'il était dessus. C'est vrai. Je t'ai fait dessiner tout. Tu et moi j'hésite et j'en parle avec lui, il dit écoutez, c'est les jeunes qui m'ont conseillé. Tout ça, c'est incroyable. Écoute, dis-moi, t'es Tintin ou Spirou? Alors que ah bah Spirou à Charleroi, Spirou, c'est un Carolo Spirou. Donc, et Beatles ou Rolling Stones? Plutôt Rolling Stones quand même. Préparé ou improvisé? Pourquoi? Ça dépend pourquoi. J'aime bien improviser un peu. Ici, par exemple, on n'avait rien préparé. C'est bien. Si on avait préparé, ça aurait été moins spontané, je pense. Petit-déj au bureau ou after work au bar? Les deux. Pourquoi choisir? Écoute, je pense qu'on a vraiment débordé. On a vraiment débordé de 25 minutes. Oh là, ça c'est un grand débordement. Il y a encore des gens qui suivent malgré tout. Tout le monde est là. Ils sont là, c'est bien. ils sont taqués, le chat s'enflamme toujours. Je te propose le traditionnel partie de kicker. Ah bah oui. Écoute, comme ça. Ça fait vraiment très longtemps ça. Toi, tu as dû rejouer, mais moi... Ça va, vous savez me suivre? Vous savez nous suivre?
Hop là. Tu prends les noirs, tu prends les verts. Ouais. Attends. Ben, ça va. Déjà, comment tu as la prise en main, c'est déjà pas mal, tu vois. Écoute, il y avait un kicker au bistrot à côté de mon école, donc... Ça va, voilà. Attention. Eh. En plus, j'aime pas perdre, hein. Ça c'est un truc. Attends, pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu me le dis? Hein? Attention. Ah. T'es prêt? Ah ouais. Oh, il n'est pas passé loin. Ça va, t'es pas le champion non plus. Hein, Non. que- Attends. Moi, j'ai Ouais, le souvenir de mecs qui te calaient tac comme ça et puis t'étais Oui, complètement mais c'est un mauvais foutu. kicker. Ah ouais, mais en fait, en plus moi, pourquoi j'oublie que je dois prendre les autres aussi. T'es prêt? Ah ouais, je suis prêt, à fond là. Ah merde, voilà, je l'ai mis moi-même. Autogol. Bon ben voilà. Tiens. Donc voilà. Ouais, il faudrait que je m'y remette parce que ça fait vraiment longtemps. Je te Mais remercie c'était beaucoup, super, mais Paul. merci beaucoup. C'était un Merci à agréable toi, moment que c'était j'ai passé super. en tout cas. Merci Ça énormément. fait du bien de pouvoir parler un peu d'autre chose. Et tout ça aussi. Exactement, c'était vraiment top comme moment. Mais je te remercie énormément et je voulais remercier tous les auditeurs. Je vais remercier Sarah qui est là, je vais remercier Mona, je vais remercier Hamza, je vais remercier Ali, je vais remercier tous les Patlegan. Sans eux, il n'y a pas de Tekawa. Donc voilà, on est fatigué. Et merci et on se revoit bientôt parce que le futur numéro, c'est dans 2 semaines, je pense. Ouais, mais il y a le Geek Summit lundi. Geek Summit lundi, donc n'oubliez pas, branchez-vous sur la chaîne, on va streamer sur Bug Media. Ce sera en direct de l'hôtel de ville de Bruxelles. L'hôtel de ville de Philippe Claus. Philippe Claus, ouais. Ben voilà, et on va recevoir énormément de personnes. On va recevoir Glatini, on va recevoir Caroline Désir, on va recevoir le CEO de Google, on va recevoir le CEO de Proximus, on va recevoir Bernard Kerfailly aussi, ministre de la formation de Bruxelles et du digital. Bref, plein de gens pour parler digital et éducation. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à venir et